Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence dans ce très beau lieu, quai de Voltaire, la maison des ingénieurs agronomes. On est ravis de vous accueillir. C'est parce que je représente la CAMI, je me présente rapidement. Je m'appelle Jean-Marc Descottes, je suis le directeur général et le cofondateur de la CAMI Sport et Cancer qu'on a monté il y a 25 ans avec un médecin cancérologue qui s'appelle le docteur Thierry Bouillet, qui vous embrasse d'ailleurs et qui s'excuse de ne pas avoir pu être présent parmi nous. L'idée, c'est de vous faire une très rapide présentation, puis de poser un peu les bases de ce que c'est que l'activité physique en cancérologie, du moins telle qu'on la conçoit, puis de laisser la parole à des orateurs de talent et plein de brio qui vont répondre sous la direction de Catherine à plein de questions qui, j'espère, seront intéressantes et vous apporteront des compléments d'information. Donc la CAMI, comme je le disais rapidement, est une structure qui a été montée il y a 25 ans. Au départ, l'idée était assez simple. Elle vient du médecin, de Thierry, qui était fatigué de voir ses patients fatigués. Et comme lui, quand il était fatigué, il faisait du sport. Alors, ça s'est jamais vraiment vu qu'il faisait du sport, mais en tout cas, lui faisait du sport. Et donc, il s'est dit un jour, puisque moi, quand je suis fatigué, je fais du sport et ça va mieux, je vais faire du sport à mes patientes. Voilà. Et puis moi, à l'époque, j'étais un jeune membre de l'équipe de France de karaté. Et puis, on se connaissait parce qu'il était médecin de l'équipe de France. C'est lui qui me donnait les produits dopants pour que je puisse arriver jusqu'en finale. Et voilà, et quand je suis arrivé sur Paris, on a commencé comme ça, on a commencé en 98, donc vous voyez, c'était au millénaire dernier, donc ça date un peu. Et on a commencé avec 3 patientes. Puis on s'est vite détaché du karaté pour une raison assez simple, c'est que c'est une pratique qui est limitée dans le nombre d'exercices qu'on pouvait faire aux patients. Et on s'est rendu compte assez vite qu'en fait, on avait des atteintes fonctionnelles de certains patients en fonction des traitements qu'ils prenaient, qui nécessitaient en fait d'autres exercices et d'autres modalités d'exercice. Donc on a commencé à réfléchir à une autre manière de penser l'exercice, qui était de dire on part de la problématique du patient et on voit quel est l'exercice qui peut le mieux correspondre à sa problématique pour aller solliciter les chaînes musculaires qui vont lui permettre d'améliorer le mouvement, qui était retrouver en mobilité, retrouver la force musculaire, retrouver de l'amplitude, diminuer certaines douleurs, etc., etc. Et puis, les essais sont arrivés, et puis on s'est un peu appuyé sur les essais. Et en fait, aujourd'hui, la mission de la CAMI, elle est assez simple. C'est d'améliorer ou de maintenir les capacités physiques des patients pendant les phases de traitement, avec un but très simple, c'est de permettre aux patients de pouvoir mieux prendre les traitements, le temps de cette prise en charge, parce qu'on sait aujourd'hui globalement qu'il y a des liens entre des patients qui perdent beaucoup de masse musculaire et la capacité qu'on a à administrer correctement les traitements qu'on est censé donner. Et donc aujourd'hui, plus les patients sont en bonne condition physique, plus et mieux ils supportent les traitements, et donc mieux le traitement a de chances d'être le plus efficace possible. Donc c'est comme ça qu'on fait. Donc on prend des gens qui viennent de l'activité physique adaptée, des professionnels de l'activité physique adaptée, et puis on a nos propres protocoles de formation qu'on a mis en place et qu'on développe pour qu'ils puissent enseigner ces types de prise en charge de manière spécifique avec des référentiels d'exercice. Donc les gens qui vous filment, enfin qui filment aujourd'hui, ont participé à la création de vidéos d'exercices qu'on a qualifiées en fonction des atteintes physiques des patients, pour que ce soit des exercices qu'on puisse référencer au fur et à mesure. Et donc tous les intervenants vont piquer dans cette bibliothèque d'exercices en fonction de ce qu'ils ont identifié chez le patient, et puis ils les mettent en jeu en construisant une séance où on essaye d'avoir 6-8 patients au maximum dans ce genre de prise en charge. Donc ça, c'est un peu l'histoire de la CAMI. Donc après, si je vous parle en chiffres, on a une centaine de centres en France, on travaille avec 42 établissements hospitaliers, on fait tout le champ de la cancéro, c'est-à-dire on couvre aussi bien l'oncologie solide que l'hématologie, que l'onco-hématopédiatrie. Quand on est en hématologie et en onco-hématopédiatrie, on intervient directement au chevet des patients dans les services. Quand on est en oncologie, on fait des séances collectives et on les fait soit à l'hôpital, soit en ville, ce qui permet aussi aux patients d'éviter de temps en temps d'avoir à revenir à l'hôpital de manière régulière. Voilà. On a des protocoles qui sont assez calés, simplement parce qu'il y a... En 2020, parce qu'il y a un truc quand même, c'est que c'est gratuit pour les patients, mais nous, on paye nos intervenants. Donc, il y a des gens à la CAMI dont l'unique métier est de trouver de l'argent pour pouvoir payer les intervenants pour que les patients puissent en bénéficier. C'est pour ça qu'on est une association de loi 1901. Alors,
On a essayé de rentrer au CAC 40, ils ne nous ont pas pris pour l'instant, mais on ne désespère pas d'y arriver. Il n'empêche que ce sujet du remboursement de l'activité physique, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Tout le monde parle des bénéfices du sport. Vous avez vu les JO, les Paralympiques. On a expliqué que le sport, c'était formidable, merveilleux, que ça soignait tout, que ça guérissait tout, que les gens qui étaient en prison, ils pouvaient être réintégrés grâce au sport, que les gens qui n'avaient pas confiance en eux, ils pouvaient avoir confiance en eux grâce au sport. Bref, c'est le médicament le moins cher de la planète qui résout tous les problèmes. Et pourtant, il n'y a pas d'argent. Donc, il y a quelques années, on est rentré dans un truc qui s'appelle l'article 51, qui est un programme mis en place par la Caisse nationale d'assurance maladie qui vise à favoriser des expérimentations dont le but est de dire que si l'expérimentation est positive, il y aura une bascule dans le droit commun. On arrive à la fin de l'expérimentation. Pour l'instant, les évaluations sont positives. Si jamais ils nous font un truc un peu pas net à la fin en nous disant que c'était pas si bien que ça, on vous fera signer une pétition dans lequel vous serez obligé de dire que c'est formidable, etc. Et même préparer des banderoles, on ne sait jamais, on pourrait être amené à défiler d'ici la fin de l'année. Globalement, on est sur ce moment-là et l'idée, c'est de faire arriver à rembourser l'activité physique par l'assurance maladie, mais ça demandait des protocoles très clairs de prise en charge pour que ça soit audible par les gens de la santé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'Acamie, on a réussi à mettre en place des protocoles qui sont très carrés et qui parlent au milieu médical. Voilà, donc pas plus que ça. Je vais laisser la parole à Maëla. Voilà. Et puis bonne conférence. Et puis on se revoit, je crois, à la fin. Et je viens vous dire au revoir. Enfin, un truc comme ça. Voilà. À toi. Merci Jean-Marc. Oui, moi c'était juste pour vous parler de MEM, puisque c'est une rencontre l'Acamie et MEM. Et c'est une très belle consécration d'un partenariat depuis quelques années maintenant qu'on a avec l'Acamie Sport et Cancer. Donc nous, on a une gamme de soins dermocosmétiques pour vous accompagner justement dans la gestion de vos effets secondaires des traitements sur l'ensemble de la peau, des cheveux, des mains et des pieds. Et donc ça se connecte pas mal avec la pratique d'une activité physique adaptée. Et donc aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir vous proposer cette rencontre avec plein d'intervenants formidables pour une thématique qui nous tient tous à cœur et qui est très importante pour la qualité de vie, mais juste pour se sentir soi au quotidien, même pendant la maladie ou après la maladie. On sait que les effets sont longs pour chacun et chacune d'entre vous. Catherine, ce coup-ci, c'est à toi. Mesdames, j'ai besoin de vous, hein. Je ne vais pas faire la table ronde toute seule. Oui. Il y a un deuxième micro, et merci Maëla. Bon, merci Jean-Marc et Maëla de cette super introduction. Je vais juste me présenter moi aussi rapidement. Je suis Catherine Cerizet, je suis une ancienne patiente. J'ai été malade il y a 24 ans d'un cancer du sein. J'ai été blogueuse et à cette époque-là, j'espère avoir aidé pas mal de femmes. Je suis très présente dans le milieu associatif et je voulais remercier les équipes de MEM et de l'Acamie de la confiance qu'ils m'ont portée pour animer cette table ronde. Alors j'espère qu'on sera, mesdames, aussi drôles que Jean-Marc. Donc là, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler du corps, des bouleversements. Pas seulement du corps d'ailleurs, pas seulement les bouleversements physiques, mais aussi les bouleversements psychologiques qui peuvent engendrer. D'ailleurs, on a l'oncopsychologue la plus connue de France, du monde, de l'univers. On est complètement déconnecté, même si c'est loin pour moi, on est déconnecté du corps quand dépossédé en fait, quand il nous trahit, parce que c'est une trahison finalement, ce cancer qui nous tombe dessus. Et en fait, on devient un objet de soin. Ce corps devient uniquement un objet de soin avec des médecins, des infirmières, des équipes soignantes qui s'occupent de lui. Et en fait, l'idée de cette table ronde, c'est de savoir comment on va renouer avec ce corps, comment on va dealer avec les douleurs, se mouvoir, gérer la fatigue qui est omniprésente quand on a des traitements, mais pas que.
On va parler sexualité aussi, et puis comment dealer le regard des autres. Et pour ça, je suis super contente d'accueillir Lucie Méa. Alors là, je lis mon papier parce que je vous connais pas par cœur encore, qui est référente praticienne en thérapie sportive de la CAMI Sport et Cancer, que vous a présenté Jean-Marc. J'ai l'extrême bonheur d'accueillir Annick Chuffard, qui est une patiente qui a été malade en 2023 d'un cancer du sein et qui va nous parler et qui a bénéficié des bienfaits de la CAMI. Stéphanie Florio, spécialiste en psychosocio-esthétique, et Catherine Adlertal, donc notre oncopsychologue et oncosexologue, qui est présidente d'Étincelle Île-de-France, Rebondir avec un cancer, et c'est avec elle que je vais commencer. Donc Catherine, écoute, à l'annonce de la maladie et au cours des traitements, qu'est-ce qui se joue pour tes patients en termes de rapport au corps? Parce que quand on pense oncopsychologue, on pense que tu vas soigner notre tête. Mais en fait, non, pas que. Pas que. Je ne parle pas au niveau sexo. Je parle pas... À l'annonce d'un cancer, d'abord, comme tu disais très justement, c'est la trahison du corps. Et c'est aussi, comment dire, je ne contrôle plus mon corps. Et c'est ça qui est aussi très compliqué psychologiquement. Parce que finalement, quand on est en bonne santé, on a l'impression de contrôler son corps, son esprit. On est en pleine possession de ses moyens, comme on dit. Et puis tout d'un coup, ce corps, il dérive. Et puis, comme tu l'as dit aussi, à un moment donné, il ne nous appartient plus parce qu'il va appartenir, enfin on a l'impression en tout cas, qu'il ne nous appartient plus, qu'il va appartenir au corps médical. C'est-à-dire que ça va devenir un corps-objet. Et si tu veux, tout mon travail, enfin une partie de mon travail, c'est de passer de ce corps source de violence au corps source de plaisir. Et donc ça va passer par le sport évidemment, et par l'activité physique adaptée en tout cas, parce que le sport c'est plein de choses, enfin l'activité physique pardon c'est plein de choses, et la sexualité. Et puis il y a aussi quelque chose que tu dis souvent, c'est que quand on a un cancer, il y a quelque chose qui se joue au niveau du vieillissement. Oui, alors voilà, le problème c'est qu'on vieillit tous. Enfin, il y en a qui ne s'en rendent pas compte ici encore, n'est-ce pas? Mais on vieillit tous, sauf que c'est un processus naturel. C'est-à-dire que moi, si je me regarde dans la glace ce matin, je ne vais pas hurler en me disant « j'ai pas la même tête qu'hier ». Non. En revanche, si je regarde mes photos d'il y a 30 ans, ce que je ne fais jamais, là, je me dis « waouh, ça pique fort ». Donc, on vieillit tous, mais ça se fait petit à petit, naturellement, etc., etc. Le problème en oncologie, c'est que ce changement est extrêmement rapide. C'est-à-dire que, je ne dirais pas du jour au lendemain, mais presque, on perd ses cheveux, on perd ses cils, ses sourcils, on a le corps qui grossit ou qui maigrit, la peau qui sèche, qui s'assèche, on a des douleurs articulaires, on a des douleurs musculaires, et ça se fait très rapidement. Et psychiquement, on n'a pas toujours le temps de s'adapter à ce changement tellement rapide du corps. Ça ne suit pas forcément. Donc l'activité physique peut y aider. Et puis après, on parlera tout à l'heure de la sexualité. Mais c'est vrai que l'activité physique est extrêmement importante pour justement reconnecter ce corps avec son esprit, avec soi-même en fait. Annick, est-ce que toi, tu as vécu ce sentiment de trahison de ton corps? Alors en fait, non. Moi, je ne dirais pas que mon corps m'a trahi. Je dirais plutôt qu'il m'a joué un mauvais tour. En fait, c'est une autre façon de dire les choses. En fait, en m'envoyant un petit nodule dans le sein que j'ai découvert par la palpation. Et en fait, j'ai eu une bonne ou mauvaise intuition en me disant c'est pas normal. J'ai tout de suite pensé que c'était pas quelque chose de très sympathique qu'on m'envoyait, que mon corps m'envoyait. J'ai eu la confirmation très rapidement qu'il s'agissait effectivement d'un cancer. Mais en fait, j'ai eu la réaction, j'ai voulu rester active par rapport à mon parcours en me disant maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on prend rendez-vous chez son médecin, on prend rendez-vous auprès d'un hôpital, en l'occurrence Gustave Roussy, et puis on a la confirmation avec des examens complémentaires qu'il s'agit bien d'un cancer. Je ne rentrerai pas dans les détails purement médicaux. Et en fait, je me suis préparée psychologiquement. J'ai voulu absolument être très, très active par rapport à mon parcours de soins en me disant il faut que je sache, il faut que je comprenne.
Et je suis passée par une phase, j'allais dire, d'interrogation. J'ai eu un sentiment d'injustice, de me dire pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi maintenant. Et en fait, j'ai voulu comprendre, m'informer. J'ai consulté des sites internet. Alors, internet n'est pas toujours recommandé dans ce genre de situation, mais en tout cas, j'ai pu consulter des sites référents, notamment le site de la Ligue contre le cancer et d'autres, où je me suis documentée un maximum, j'ai collecté un maximum d'informations pour être prête face aux soignants. Et mon premier rendez-vous avec la chirurgienne, j'avais constitué une liste de questions et j'ai vu qu'elle avait apprécié parce que, en fait, elle s'est rendue compte que face à elle, elle avait quelqu'un qui était demandeur d'informations, qui voulait en connaître plus sur la maladie, sur la façon dont l'opération allait se dérouler, les techniques utilisées. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée. Alors, je peux comprendre effectivement que toutes les patientes qui sont touchées par un cancer du sein ou un autre cancer n'ont pas forcément envie de faire cette démarche. Moi, ça m'a servi, ça m'a aidée. Et en fait, j'avais absolument besoin de savoir où j'allais. Donc, c'était un plus. Et puis, la deuxième chose qui a pu m'aider, c'était d'en parler très vite autour de moi, à mes proches, à des amis, à des collègues de travail, parce que j'avais besoin de me confier, j'avais besoin d'en parler. Pour moi, ce n'était pas du tout un sujet tabou. Le cancer, on en parle beaucoup, ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. J'en suis un exemple. Et en fait, ça a été une façon un exutoire pour pouvoir dire j'ai un cancer du sein, voilà où j'en suis, et voilà ce que je vais faire, je vais me battre, je vais tout faire pour que les choses se passent le mieux possible, et je vais me faire aider, je vais m'entourer, et c'est ce qui m'a permis d'avancer en fait. Et tu as eu de la chance parce que d'avoir une oncologue ou un oncologue qui disent « Ah super, vous êtes allé sur Internet, c'est rare ». Et puis d'avoir des proches qui t'ont aidé. On va voir la relation avec l'entourage tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, il y aura des questions à la fin de la table ronde, des questions et des témoignages. Je vais me retourner vers Stéphanie, donc notre socio-esthéticienne. Donc, les socio-esthéticiennes, on a l'impression qu'elles vont juste nous maquiller, nous faire belles, éventuellement nous apprendre à mettre une perruque ou des turbans, mais ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Et comment tu aides, toi, dans ton métier, à renouer avec ce corps et à faire en sorte que quand on se regarde dans la glace, on se dit, on redevienne actrice par rapport à ce corps? Alors, bonjour. Donc, en fait, moi, je pratique souvent dans les hôpitaux, en général, donc souvent en atelier collectif ou individuel. Alors, souvent, en fait, lors des ateliers, je prends souvent plusieurs personnes et ça permet, en fait, qu'elles soient toutes ensemble dans la même pathologie et ça permet de créer une émulation ensemble. Et en fait, du coup, il n'y a aucun jugement. On va être là avec de la bienveillance, de l'écoute. Et on va en fait regarder les problématiques qui sont communes à toutes. Alors il y a souvent l'alopécie, donc la perte des cheveux. Alors tous les cancers et toutes les radiochimios ne font pas nous perdre les cheveux. Il y a aussi la chute des sourcils, donc les problématiques au niveau des ongles également. Et en fait on va trouver un sujet où on va pouvoir travailler tout ensemble. Donc ça c'est dans les ateliers collectifs. Et en fait, le fait de travailler ensemble sur un atelier, par exemple sur la beauté des ongles, on ne se sent pas plus ou moins forte par rapport aux autres. Je ne sais pas si j'étais assez explicite. Si. C'est pas seule, en tout cas, par rapport à ça. Et en individuel, c'est complètement différent. En fait, je vais voir la personne, donc la patiente vient me voir, en général avec son problème, et qu'elle ne verbalise pas tout le temps. Alors moi, je travaille beaucoup sur le non-verbal. Il y a la façon de cacher aussi la posture, de cacher ses mains, cacher au niveau de son visage, mettre sa prothèse capillaire différemment de manière à ce qu'on ne voit pas au niveau des sourcils, des choses comme ça. Donc moi en fait tout ça on l'occulte. Moi je suis plus là pour l'écouter, pour lui redonner confiance en elle en travaillant sur les sourcils, recréer des sourcils. Le but pour moi c'est que la patiente soit actrice du soin. Moi je suis juste le médiateur. Je vais lui donner des outils sympas en esthétique. Voilà, pour recréer ses sourcils, se maquiller.
Moi, mon but, en fait, c'est qu'elle puisse rentrer chez elle et se sentir bien et pouvoir recréer, se remaquiller. J'ai hyper chaud. Je suis désolée, c'est tout nouveau pour moi. Elle est stressée. D'habitude, je fais beaucoup d'ateliers, j'ai l'habitude avec beaucoup de personnes, mais alors là... Il ne faut pas, ça se passe très bien. C'est vrai. Bon. Voilà, et au final, eh ben, en fait, moi, le but, c'est que la personne et la patiente se sentent actrices. Et à la maison, elle puisse se reproduire et puis se maquiller elle-même. Moi, je donne simplement des outils. Et voilà, c'est des outils pour qu'elle se sente bien. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. J'utilise beaucoup l'humour. Alors ça, c'est propre à moi-même. Je suis une ancienne soignante aussi. Donc, en fait, cette expertise que j'ai eue en tant que soignante, j'ai travaillé beaucoup à Pompidou, pour ne pas citer. Et voilà, et au final, eh ben, j'utilise beaucoup l'humour et ça apaise tous les patients. Et c'est un fil conducteur voilà, pour prendre soin. Oui, prendre soin, j'aime beaucoup ça. Plutôt que prendre en charge, on n'est pas une charge, ouais, prendre soin, ouais, la prise en soin. Je vais passer à Lucie, donc notre représentante de la CAMI. Alors, comment ça se passe, l'activité physique, pour justement se réapproprier, redevenir actrice? Ce que disait Stéphanie, quels sont les outils? Pour le coup, je rejoins beaucoup ce que vous avez dit sur la perte de contrôle des patients pendant les traitements, parce qu'ils sont baladés, passifs, entre 2 traitements, une piqûre et je ne sais quel soin. Et quand ils viennent dans la séance, moi, je ne peux pas faire la séance à leur place. Je suis là pour les accompagner à faire la séance, mais c'est eux c'est vous, parce que vous êtes beaucoup à être dans les séances de la CAMI. Et c'est les patients qui sont acteurs et qui vont faire la séance et pour les aider à mieux avoir de meilleures sensations corporelles. Et pour le coup, à la CAMI, une des techniques qu'on utilise beaucoup dans la méthode, c'est de donner beaucoup de consignes sur le corps. Toute la séance, on est sur le corps et sur le ressenti. On demande aux patients d'aller chercher plus loin dans le ressenti. Et le fait de redonner des sensations dans ce corps qui est en général douloureux ou où il y a des aspects plutôt négatifs, ça redonne du positif au corps et ils ressortent avec une image positive où en plus il y a une progression au fur et à mesure de la prise en charge. Et donc ça permet de reprendre confiance en ce corps qui nous a trahis. Donc redevenir actrice, ça c'est super important. Reprendre le pouvoir sur ce corps qui semble nous avoir trahis. Donc ça, ce sont des outils. Mais il y a les douleurs. Il y a les douleurs, alors la chirurgie, les douleurs en chimiothérapie avec le syndrome main-pied, donc qui sont une inflammation, qui est une inflammation des pieds et des mains et qui est très très handicapant. Les douleurs qu'on a si on a de l'hormonothérapie, les douleurs et puis les douleurs psychologiques aussi. Et donc je me retourne vers Annick. Quelles sont les douleurs, toi, que tu as dû gérer et comment tu as fait pour les apaiser? Alors, spoiler, c'est une patiente Camille. Hein. Alors, au niveau des douleurs, je dirais que j'ai connu des douleurs post-opératoires avec des zones, la zone opérée sensible, les cicatrices sensibles qu'il fallait travailler, qu'il fallait masser. Mais je dirais qu'à l'instant où je vous parle, les douleurs vraiment dont je peux expliquer mon ressenti, c'est les douleurs qui sont liées au traitement, l'hormonothérapie, traitement que j'ai depuis début octobre 2023. Donc ça fait à peu près un an, enfin un petit peu plus d'1 an. Et j'avoue que les douleurs, elles font partie de mon quotidien, en fait. Elles sont présentes, elles sont récurrentes. Ce sont essentiellement des douleurs articulaires et musculaires. Donc il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours, effectivement, elles sont beaucoup plus présentes, elles se rappellent à moi et je n'ai pas la possibilité de les oublier. Mais il y a des solutions, et heureusement. Donc ça commence effectivement, ça peut passer par l'activité sportive, dans le sens où, à partir du moment où je me conditionne, entre guillemets, je sais que je vais avoir un cours, en fait, je me focalise sur le cours, sur les exercices qui vont me faire du bien, qui vont me détendre.
Et dans ces moments-là, pendant ces temps de répit, si je puis dire, en fait, j'oublie mes douleurs. Elles sont là, mais elles ne sont plus aussi prégnantes, elles ne sont plus aussi présentes, et ça me fait un bien fou. Et en fait, ça m'apaise pour le reste de la journée. J'avoue que j'ai un autre état d'esprit quand je sors du cours, parce que je me suis fait du bien, en fait. Je me suis fait du bien psychologiquement, physiquement, parce que l'intérêt aussi du cours, c'est de rencontrer d'autres personnes, d'avoir un lien social. Bon, j'ai toujours eu des liens sociaux importants, mais ça permet aussi d'être en contact avec d'autres personnes, sans jugement de part et d'autre, parce qu'on traverse les mêmes choses, on peut avoir les mêmes douleurs, on se comprend en fait. On n'a pas forcément besoin d'échanger, mais on sait pourquoi on est là, on sait ce qui peut nous soulager, et c'est essentiel dans l'avancée, dans la réappropriation de son corps et dans l'avancée des traitements, l'après-cancer. Et en fait, c'est absolument primordial et c'est des moments, je dirais, magiques. Magique, Lucie, pardon. Justement, Lucie, quand on a mal, on n'a pas forcément envie de faire de l'activité physique. C'est pas facile, d'où l'importance justement de faire de l'activité physique adaptée à la Camille, parce que, et puis le regard des autres aussi dont tu parlais, Annick, c'est-à-dire vous allez dans une salle de sport et vous n'arrivez pas à faire les exercices de la copine qui est en pleine forme à côté. Ouais, ça nous met exactement en situation d'échec. Alors, Lucie, comment l'activité physique peut même aller jusqu'à réduire les douleurs? Alors, on ne peut pas agir sur toutes les douleurs. Je préfère que ce soit clair dès le départ. Tout ce qui est douleur neuropathique, syndrome main-pied, on aura peu d'action là-dessus. Par contre, sur toutes les douleurs qui peuvent être liées à la chimiothérapie, à l'immunothérapie ou à l'hormonothérapie, pour le coup, vu que c'est musculo-squelettique et que les atteintes, elles sont au niveau des muscles et des os, on peut avoir un impact. Notamment pour l'hormonothérapie, comme vous décriviez, Annick, moins il va y avoir de mouvement, plus les articulations elles vont être rigides. Souvent au niveau des doigts, vous avez tendance à le sentir. Et moins vous bougez, moins vous êtes mobile, et plus les douleurs s'installent, et moins vous bougez, etc. Donc l'idée c'est de sortir du cercle vicieux par la mobilité, et plus les séances sont adaptées pour le coup, moins il y a des risques à la pratique. Sur toutes les douleurs qui vont être liées à la chimiothérapie, c'est un peu les mêmes au niveau de l'immunothérapie. C'est souvent des douleurs plutôt musculaires. Il peut y avoir pour l'immuno des douleurs articulaires, mais principalement, c'est des douleurs musculaires. Et le fait d'aller chercher l'étirement des muscles et la mobilité, normalement, après la séance, les douleurs sont plus apaisées que quand vous arrivez. En plus, vous êtes tous formés à ça, donc vous savez exactement de quoi il ressort. Un des gros bénéfices de la Camille, c'est que tous les praticiens sont formés. Ils ne sont pas forcément formés seulement sur la partie cancérologie. On est formé sur toute la partie anatomique, donc on sait où s'insèrent les muscles, et pour aller étirer un muscle, si on ne connaît pas les insertions, on fait de l'à peu près. Là, pour le coup, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir étirer les muscles qu'on souhaite pour réduire les douleurs spécifiques que vous avez. Et on a toute une formation sur la cinésiologie, c'est l'étude du mouvement. L'objectif, c'est de savoir, quand on fait un mouvement, quels sont les muscles qui sont en contraction, quels sont les muscles qui sont étirés, quels sont les muscles qui sont toniques. Et en sachant ça, on peut adapter les exercices en fonction de vos problématiques, de vos limitations et de vos douleurs. Je vais venir à la Camille parce que j'ai mal au dos et j'ai une capsulite à l'épaule, mais ouais, il est temps, ouais. Au moins plus que ça, plus que 10 ans. Stéphanie, qui rougit moins. Ah voilà. Bon. Stéphanie, en tant que socio-esthéticienne, toi aussi, vous intervenez sur les douleurs spécifiquement, et je pense au syndrome main-pied dont on parlait tout à l'heure, aux neuropathies, etc., etc. Tu peux nous en parler? Nous, en fait, on va travailler sur tout ce qui est modelage, relaxation, hydratation également au niveau des membres, donc des mains et des pieds. On va donner des petits conseils pour éviter d'utiliser l'eau chaude, enfin des petits outils et des conseils pour éviter que les douleurs en fait s'amplifient. Des massages relaxants, de la détente, et ça permet aussi d'oublier le temps d'un instant en fait la douleur, et ça permet de se recentrer sur soi-même. Je reviens toujours à la même chose, se recentrer sur soi-même. Également, je donne des outils à la maison pour le compagnon ou la compagne, peu importe, pour pouvoir faire des massages, même les enfants.
s'y mettent aussi pour aider leurs parents à aller beaucoup mieux. Voilà, on implique. Tu apprends à faire des massages aux Oui. conjoints ou aux enfants? Souvent, j'aide les aidants aidés. Souvent les aidants. Ah, c'est génial ça. Voilà, et Faut quand il n'y a pas de partenaire, souvent je... Faut emmener vos partenaires, c'est génial parce que en fait, le massage rentre dans la sexualité. En fait, c'est une table ronde, mais c'est parfait. Oui, mais c'est un peu ça. C'est vraiment prendre soin de soi, et puis par des modelages, des choses comme ça. Après, souvent, je leur conseille d'aller voir le médecin, l'oncologue. Souvent, il donne des traitements adaptés, des corticoïdes notamment. Et puis après, il y a aussi, tout à l'heure on parlait de MEM, il y a des gants formidables. Que je conseille aussi à mes patientes. Voilà. Ouais, des gants formidables qui permettent de soulager le syndrome main-pied. Voilà. Et alors Catherine, la spécialiste de la tête, comment on deal avec ces douleurs? Est-ce qu'il est possible d'aller jusqu'à les accepter? Les accepter, je dirais qu'on n'a pas le choix. Hein, quand elles sont là, il faut vivre avec. Alors, ça dépend. Tout à l'heure, tu disais la douleur psychologique aussi. Hein, c'est-à-dire, en fait, la douleur de se dire j'ai un cancer, ça fait peur, c'est angoissant, c'est injuste, il y a des idées morbides, etc., etc. Alors, ce que j'essaye de faire, je dis bien j'essaye, parce que moi, c'est toujours très facile de parler, mais c'est beaucoup plus facile que d'acter pour les patients. Ce que j'essaye de leur dire, c'est, tout d'abord, le mot cancer ne veut pas dire grand-chose, parce que derrière ce mot, il y a des centaines et des centaines de maladies différentes. Et que d'essayer tant que faire se peut, et je dis bien tant que faire se peut, de laisser le dossier cancer au cancérologue et de mener la vie la plus normale possible, de ne pas se laisser envahir par la maladie dans son quotidien, si c'est possible. De toute façon, les patientes en dehors de l'hôpital ne peuvent pas faire plus que ce qu'elles font, voilà, enfin ce qu'ils font, pardon, parce qu'il y a des messieurs aussi. Voilà. Ensuite, la douleur. Alors, comme disait Annick, c'est intéressant parce que c'est presque le principe de l'hypnose. Si on fait une activité, si on est concentré sur quelque chose qui vous plaît, comme l'activité physique adaptée, mais par exemple, je vous donne un exemple, moi j'étais en chimiothérapie voir une de mes patientes qui avait un cancer du poumon avancé, elle faisait du crochet. Bon, alors je lui dis, vous faites du crochet? Elle me dit, oui, moi je crochette, et quand je crochette, j'oublie tout. J'oublie mes douleurs, j'oublie le fait que je suis en chimio, j'oublie mes craintes, j'oublie ma peur. Donc finalement, quand le cerveau est concentré sur autre chose, c'est le principe de l'hypnose en fait, je te dis, c'est marrant d'ailleurs, enfin c'est intéressant. Alors c'est pas que les douleurs disparaissent comme par magie, mais ça les apaise et on les oublie. Donc effectivement, je conseille le plus possible de s'occuper sur quelque chose qu'on aime. Donc soit un support ou une autre activité, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà, c'est maintenant supporter ces douleurs et les accepter. Ouais, c'est difficile. C'est pas évident, mais de toute façon, à un moment donné ou à un autre, les patients sont obligés de les accepter parce qu'elles sont là. Bien sûr. Et qui dit douleur, dit perte de mobilité, on n'a pas forcément envie de bouger et on ne peut pas forcément bouger quand on a mal. Et donc, ça a un impact sur l'autonomie. L'autonomie, on n'est pas capable de faire certaines choses, sortir pour aller chercher ses enfants à l'école, faire le ménage, ça c'est pas l'activité la plus rigolote, faire son jardin et même faire du crochet quand on a mal aux doigts et des neuropathies. Est-ce que, Annick, toi tu as eu de la chirurgie, est-ce que ça a eu un impact sur ta mobilité ? Alors, j'ai eu de la chance, en fait. Dans le cadre de la chirurgie, j'ai eu un qui pouvait avoir des conséquences très physiques, à savoir des problèmes de mobilité de mon bras. Par chance, je n'en avais pas du tout rencontré. À partir du lendemain de l'opération, j'avais quand même une grande mobilité de mon bras. Donc, je n'ai pas été gênée au quotidien. Et en fait, j'allais dire, la première chose qui m'est venue à l'esprit, alors c'est peut-être bête comme raisonnement, mais enfin, en tout cas, c'est la question que je me suis posée. À quel moment je vais pouvoir reconduire ? Reconduire, c'est de la mobilité, en fait, pas douce, mais c'est de la mobilité. J'ai pris mon mal en patience. Je n'ai pas attendu très longtemps parce que justement, je n'étais pas du tout gênée dans mon quotidien. Alors, j'ai été opérée du côté droit, je suis droitière, donc ce n'était pas du tout évident dès le départ. Mais j'ai eu de bons massages, j'ai toujours une très bonne kiné.
qui m'a aidée pour améliorer, parce qu'il y avait quand même une petite gêne par rapport au bras gauche. Mais je n'ai pas rencontré vraiment de difficultés. J'ai eu de la chance, je vais dire. Et justement, ça ne m'a pas vraiment gênée dans mon quotidien, puisque à partir du moment où je pouvais sortir, où je pouvais bouger, alors bien évidemment, je prenais des précautions, je n'allais pas faire des courses, porter un pack d'eau du côté droit, ni du côté gauche d'ailleurs. Et ça aussi, pour la suite, le pack d'eau, c'est oui, pas génial. Non, donc je faisais quand même, j'étais très, très attentive à mon bien-être, à ne pas provoquer de douleurs inutiles et de faire très attention aux préconisations qu'on m'avait inculquées. Et ça s'est bien passé en fait. Et à partir du jour où j'ai pu reprendre le volant, ça a été un soulagement pour moi et c'était génial. Je retrouvais mon autonomie dans tous les sens du terme. Ouais, c'est ça. Et heureusement pour moi, j'ai pas dû attendre longtemps, mais je suis consciente qu'effectivement, j'aurais pu être handicapée du bras et vraiment être gênée dans mon quotidien parce que c'est le bras droit et qu'en étant droitière, j'aurais pu être vraiment très très ennuyée. Ça n'a pas été le cas, tant mieux. Tant mieux, évidemment, voilà. Tant mieux. Annick nous parle de reprendre son autonomie, Catherine. Oui, ne regarde pas derrière, je te regarde, c'est bien toi. C'est bien moi. Donc comment on fait pour ne pas se sentir dépendant? D'abord, on n'a pas toujours un aidant. Hein. Exactement. Et ensuite, comment on fait pour ne pas se sentir dépendant? Moi, je sais que quand j'étais malade, bon, j'en ai un peu joué, je faisais moins le ménage, etc. Mais quand ça allait... Ça s'appelle les bénéfices secondaires. Oui, c'est ça. Mais quand ça allait et que j'avais envie de faire le ménage, pas toujours, mais bon, mon mari me disait non, laisse, je vais le faire. Bon, pour le coup, je le laissais faire, mais quand même, quand vous pouvez le faire... souvent, les aidants n'ont pas envie. Ils vous disent mais non, laisse, je vais le faire, etc. Ça, c'est le problème, c'est la surprotection et l'infantilisation aussi. Hein. Je crois que vraiment... après, c'est une histoire de communication avec l'aidant. C'est-à-dire il faut que le patient ou la patiente soit capable de dire attends, si j'ai besoin de toi, je t'appelle, mais si je peux faire seul, parce que c'est super important de pouvoir se dire youpi, j'ai réussi à le faire. Quand on peut. Quand on peut. Alors, bon, moi, je donne toujours l'exemple de la Tour Eiffel. Je m'explique. Effectivement, les patientes qui ont une perte d'autonomie, etc., c'est compliqué parce qu'elles se comparent avec avant, donc il y a un deuil à faire, et elles se disent souvent mais plus jamais je pourrais, ou quand est-ce que je pourrais, on a l'impression que ça va durer. Bon, je leur dis non, attendez, on va y aller petit à petit. C'est-à-dire que chaque jour, faites un peu, et chaque jour un peu plus que la veille. Alors pourquoi la Tour Eiffel? Je dis, si vous essayez, comme tu dis, quand j'étais enfant, je voulais faire mon ménage et tout, si vous essayez de monter la Tour Eiffel par 4 à 4, vous n'arriverez jamais en haut. Et là, vous allez être malheureuse, vous allez redescendre et vous allez être triste et ça va être pire. Si vous y allez marche par marche, ça va être beaucoup plus long, mais vous allez arriver en haut et vous allez être heureuse. Alors le problème, c'est effectivement, il ne faut pas surpasser les limites de son corps. Parce que sinon, on redescend, et là, on risque en plus de déprimer. Donc, on y va petit à petit, et on est fier du peu qu'on a réussi à faire, et etc., et tous les jours un peu plus. Voilà. Petit à petit. Petit à petit. Ouais, il ne faut pas essayer d'en faire trop, parce que le risque, c'est après la grosse fatigue, et là, on est malheureux. Donc, on a compris le rapport avec la Tour Eiffel. Bon, ça peut être l'Arc de Triomphe aussi, hein. Oui, c'est moins haut. Lucie, on pense beaucoup à l'activité physique pour récupérer sa mobilité. C'est comment vous y arrivez, comment tu fais, toi, en tant que praticienne, Camille, Pour pouvoir améliorer la mobilité, il faut déjà connaître ses patients. Et pour ça, on a tout un protocole où on ne reçoit jamais un patient en séance quand on ne l'a pas vu en consultation. Les consultations il y a une consultation préalable, toujours. La consultation initiale, elle dure 1 heure, où il y a 30 minutes sur le bilan médical, où on fait le point sur quel traitement, quelle pathologie, et surtout les altérations physiques, parce que pour le coup, c'est sur ces altérations-là qu'on va pouvoir travailler. Et je reviendrai après, pendant ces consultations, aussi on anticipe les traitements à venir, et maintenant on fait de la préparation à la chirurgie. Et sur la récupération pour la mobilité, ça change tout. Oui, mais alors comment on fait? Parce que
la chirurgie, c'est la première intention, en fait, des traitements. Bah, quand c'est la première intention, tu ne les vois pas, les patients. Quand c'est la première intention, en général, je les vois après, effectivement. Et donc là, c'est la récupération. Et parfois, les récupérations sont plus longues. Mais pour des cancers du sein, par exemple, où c'est la chimiothérapie en première intention, ben là, j'ai 6 mois devant moi pour préparer le bras à l'opération. Et il y a de meilleures récupérations, pour le coup. Et souvent, j'ai l'impression que quand il y a une chirurgie en première intention, il n'y a pas trop d'éducation qui est faite sur comment on accompagne le mois de post-opératoire. Alors que si on attend 1 mois pour rebouger, eh ben, vous allez mettre 3 fois plus de temps à récupérer. Il faut rebouger dès le lendemain. Et dès le lendemain, c'est le cas pour toutes les opérations. Alors, vous n'allez pas aller faire tout, ou peut-être pas monter la Tour Eiffel non plus, mais... Sur les mains. Sur les mains, Jean-Marc. Donc, juste après, on se retrouve à la Tour Eiffel parce que Jean-Marc va monter tout en haut sur les mains. 4 à 4. Et pour une opération d'un cancer du sein, quand vous avez une mastectomie, ou pas forcément, mais et avec un curage axillaire, dès le lendemain, il faut recommencer à bouger l'épaule, petit à petit à essayer de faire comment ils appellent ça, le chat ou je sais pas quoi, pour essayer de mobiliser un petit peu l'humérus ou l'araignée, c'est ça. Ça ressemblait pas du tout à un chat d'ailleurs. Faire des mouvements où on accompagne l'autre bras pour essayer petit à petit de gagner la mobilité. Et d'ailleurs, il y a un livret qui a été fait par les kinés du sein. Et c'est un livret, il y a 2 semaines sur le post-op et les 2 à J15 et à J30. Et ça vous permet en autonomie de remobiliser un petit peu à la maison. Et ensuite, nous, on reprend les programmes, on vient regagner la mobilité, mais déjà, vous avez gagné au moins 30% de reprise. Par exemple, ça, c'est pour le sein, mais quand tu as une autre opération et que tu t'es alité, et voilà. Pareil, là, toutes les opérations maintenant, quand c'est anticipé, ça va. Il y a une meilleure récupération pour les cancers du côlon. C'est pareil au niveau abdos. Si on arrive à un cancer du côlon et qu'on a une sangle abdominale un peu relâchée, la bedaine de 50 ans, ben pour la bedaine de 50 ans. J'ai regardé Jean-Marc. Non. La bedaine de 50 ans. J'ai préparé sa liste. C'est pas moi. Ça l'aide de licenciement est faite. Et voilà, quand la sangle abdominale elle est déjà relâchée avant une opération, quand on fait une laparotomie, ben, les récupérations sont beaucoup plus longues. Bon, on ne va pas faire des abdos juste en sortant de la chirurgie. Et de façon générale, on a toujours une consultation, ce qui nous permet d'adapter au mieux les mouvements. On ressort de la consultation les altérations physiques, de ça on fixe les objectifs thérapeutiques et les exercices qu'on propose dans les séances sont adaptés à l'objectif thérapeutique auquel on veut répondre. Et donc, si on est focalisé pendant chaque séance sur au moins une demi-heure sur la zone qu'on veut faire progresser, ben, ça progresse. Et le fait qu'on soit toujours dans la séance à regarder les patients, des fois, là, il y a une petite grimace, on se dit « Oula, là, ça va pas, je vais le voir et je vais le recorriger, je vais voir ce qui va pas. » Et le fait qu'on ait de l'attention et que les séances soient en petits groupes, ben, ça change tout. Oui, bien sûr. Stéphanie, qui regardait ses notes. Donc Stéphanie, là aussi, socio-esthéticienne, la mobilité, le syndrome main-pied dont on parlait, qui impacte les déplacements avec, et je le redis, les super gants. De même, d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas d'autres solutions esthétiques, je dirais, sur le syndrome main-pied, ça n'existe pas. Ouais. Alors comment on fait? Est-ce que apprendre à masser Après, voilà, je rejoins un peu ce que vous aviez dit toutes, c'est vraiment prendre du temps pour soi déjà, aussi déléguer un maximum si l'on peut, à la famille, aux amis, aux voisins si on s'entend bien, et vraiment prendre du temps pour soi, voilà, et puis pouvoir se masser toute seule. Donc voilà, moi lors et on masse les pieds quand on a une inflammation? Non, en fait, ça s'appelle de l'effleurage. Parce que le massage, c'est vraiment le terme pour les kinés. Nous, on n'appelle pas ça massage, on appelle ça de l'effleurage ou des modelages. Ah oui, d'accord. L'effleurage, c'est vraiment en douceur. Voilà, c'est en douceur, on masse délicatement, on met des petites chaussettes réconfortantes. Là, c'est la mode pilou-pilou. Voilà, et puis voilà, on prend vraiment du temps pour soi. Pour se chausser, c'est la même chose. On essaye vraiment de se reposer un maximum et puis les choses qui ne sont pas faites à l'instant T seront faites le lendemain. Et inversement, mais vraiment prendre du temps pour soi. Moi, je le dis souvent lors des ateliers. Voilà.
Et donc, on parle de douleur, on parle de trahison, on parle de mobilité, mais un des effets indésirables de tous les traitements du cancer, c'est la fatigue. Et quand je tenais mon blog, on avait avec quelqu'un de l'AFSOS, l'Association francophone des soins oncologiques de support, Florian Scotté, on avait interrogé les femmes qui me lisaient en disant « Est-ce que vous auriez un autre mot que le mot fatigue ?» Parce que fatigue, tout le monde dit « Ah ben oui, je suis fatiguée, j'ai mal dormi, j'ai fait la fête hier ou j'ai fait... bon, bref. Mais c'est pas du tout la même fatigue. Quand on dit on ne peut pas, c'est que vraiment on est fatigué. Alors là, c'est encore Lucie que je sollicite parce que, comme le disait Jean-Marc en introduction, eh ben oui, le meilleur et le seul d'ailleurs médicament contre la fatigue, c'est l'activité physique. Mais ça peut être aussi un frein dans la tête des patients. Je suis fatiguée. C'est un frein à la motivation. Je suis fatiguée, j'ai pas envie, faut que j'aille à mon cours d'activité physique. Comment on les motive alors? Outre le fait de dire que c'est le seul médicament. Je pense que ce qu'il faut... Parce que là, souvent, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, mais souvent, c'est les aidants qui ne comprennent pas. Parce qu'eux, ils vont au travail pendant que vous êtes en soins et ils sont fatigués. Et ce qu'il faut vraiment faire passer comme message, c'est que ce n'est pas la même fatigue. C'est une fatigue qui est induite par les cellules cancéreuses elles-mêmes et par les traitements. Et c'est une fatigue qui est non soulagée par le repos. Quelqu'un qui n'a pas de traitement, qui est fatigué parce qu'il y a les enfants, le travail, etc., il va se reposer, le lendemain, ça va aller mieux. Il faudrait inventer un autre mot que le mot fatigue. Hein, et là, c'est pas du tout la même fatigue. Spécial cancer. Et donc, pour le reste des fatigues, ça peut être de se reposer, ça peut être un bénéfice. Par contre, pour la fatigue que vous ressentez, vous, le seul moyen physiologique pour réduire cette fatigue, c'est de bouger. Donc effectivement, quand je dis ça à mes petits patients, parfois ça ne marche pas. Et pour moi, tout passe par l'éducation. Et si on veut motiver les patients, il faut déjà motiver les soignants pour que les soignants comprennent pourquoi ils vont parler aux patients pour les motiver. Parce que la meilleure motivation, c'est votre oncologue qui va vous dire vous êtes fatigué, je l'entends, je comprends, je le sais, mais maintenant allez faire ça. Parce que souvent, ils n'ont pas forcément de solution à apporter. Donc déjà, votre retour, si vos séances vous font du bien, qu'elles réduisent votre fatigue, vous êtes le premier messager pour aller convaincre votre oncologue, vos infirmières, pour qu'ils en parlent aux autres patients et que les autres patients puissent en bénéficier aussi. Oui, d'être acteur et de dire à l'oncologue, ça m'a fait du bien, parlez-en à vos autres patients, etc. Un cercle vertueux, encore une fois. Et après, ça reste de l'éducation aux patients. Quand je les ai les premières fois au téléphone, ils me disent oui, peut-être que je vais venir, mais que dans un mois, parce que là, je suis trop fatiguée. Donc j'entends, il faut arriver à pouvoir se déplacer jusqu'aux séances, souvent c'est ça qui est le plus compliqué. Mais quand on leur explique que c'est l'effet secondaire qui est ressenti chez 80% des patients atteints qui ont un traitement de chimiothérapie, et sans ça, en fait, ça n'ira pas mieux. Le corps, il est fait déjà pour bouger, et le fait de pratiquer cette activité physique, ça va avoir une modification au niveau de la sécrétion des cytokines. Je ne sais pas si on va jusque-là, mais... Et cette sécrétion, elle est liée à la cellule cancéreuse même, et c'est elle qui entraîne cette fatigue qu'on ressent au niveau du cerveau. Et le fait de pratiquer cette activité physique, ça va réduire la sécrétion de cytokines, et donc, de fait, la fatigue sera moins importante sur le ressenti des patients. Donc, il faut se motiver. Et je me retourne vers Annick. Annick, toi, tu as eu de la fatigue, tu as eu de la radiothérapie. C'est super fatigant aussi, les allers-retours tous les jours, etc. Quel mot tu poserais? Je parlais d'inventer un autre mot. Quel mot tu poserais? Comment tu as dit aux autres non, je suis fatiguée, crevée, épuisée Alors, ce n'est pas très original, effectivement, parce que je crois qu'il n'y a pas d'équivalent. Il y a peut-être un mot qui existe, mais je ne le connais pas. J'ai cherché, non. Oui, et en fait, la fatigue, j'allais dire, elle fait au même titre que la douleur, enfin que les douleurs que j'ai liées au traitement de hormonothérapie. La fatigue, elle fait partie de moi. Alors c'est pareil, il y a des pics, des moments où je suis beaucoup plus fatiguée que d'autres, où ça me tombe dessus, littéralement. J'ai l'impression d'avoir une chape de plomb et puis de plus avoir envie de rien parce que la fatigue est tellement prégnante. Elle est tellement physique, je la ressens tellement qu'au moment où ça arrive, j'ai envie de rien. J'ai envie de rien et je me dis, bon, la solution facilitée, c'est d'aller me reposer. Sauf que je change vite d'état d'esprit en me disant,
ben, ça va peut-être régler le problème quelques temps, quelques heures. Et puis au final, si tu fais une sieste, quand tu vas te réveiller, est-ce que tu seras mieux? Pas forcément. Donc en fait, je prends les choses, le taureau par les cornes, hein, je prends les choses en main. Et puis, ben, si ce n'est pas un jour où j'ai un cours d'activité physique, je vais marcher, je vais faire autre chose. Et pour faire un parallèle avec la douleur, en fait, à partir du moment où on se focalise sur quelque chose, que ce soit la douleur ou la fatigue, on a l'impression que tout est amplifié. Et le but, c'est justement de ne pas amplifier la situation pour ne pas être encore plus fatigué. Donc, j'occupe mon esprit, je fais diversion au niveau du cerveau. Non, je ne fais pas du crochet, mais en fait, je fais beaucoup de choses. Je fais de la marche, je fais de la danse, je fais du yoga. Je sors, je vais au cinéma, je vais visiter des expositions. Donc, je m'occupe l'esprit et ça me fait énormément de bien. Et du coup, je ne pense plus à ma fatigue, ou j'y pense moins. Mais après, il y a des jours, très honnêtement, je n'ai pas envie de sortir. Je reste chez moi, tranquille, et puis j'attends que ça se passe. Oui, voilà. Bien sûr, bien sûr. Il faut s'écouter aussi quand même. Hein. C'est ça. Et alors, Stéphanie, quand on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de prendre soin de soi. Moi, je ne me maquille pas quand je vais faire une sieste perso. Hein. Mais on t'attend à la Tour Eiffel. Donc comment est-ce que tu as des conseils? Qu'est-ce que tu dis souvent à mes patientes, en fait, il faut qu'elles s'écoutent déjà de une. Et moi, je donne toujours comme exemple, en fait, quand on a la grippe, en fait, moi, je vais prendre une bonne douche. Je prends une bonne douche, je m'habille, alors en pyjama pilou-pilou. Mais voilà, et ne serait-ce que se coiffer, c'est déjà prendre soin de soi. C'est déjà pouvoir se regarder, c'est déjà un petit pas vers la guérison, c'est-à-dire qu'on ne s'écoute. Il faut savoir s'écouter, alors dire je suis fatiguée, me reposer, tout ça, mais il ne faut pas s'écouter à 1000%, dans le sens où, je m'explique, c'est pouvoir se pomponner, se prendre soin de soi, se maquiller, c'est mettre de la couleur, des paillettes dans sa vie, comme Kevin, mais voilà, c'est voilà, se préparer. Ça, je n'attendais pas, c'est parle de Kevin. Mais voilà, c'est se préparer, c'est pouvoir se dire tiens, je m'appréhende un peu, je me coiffe les cheveux. C'est des petits gestes au quotidien en fait qui font qu'on se sent moins, qu'on reste moins dans la maladie. Moi, je dis souvent aux femmes, il y a la femme avant, la femme pendant et la femme après. Ce sont 3 femmes différentes. Alors, ne serait-ce que par la coupe de cheveux, ne serait-ce que par la vie qu'elles ont, la douleur qu'elles ont encourue et tout ça. Et je dis souvent, les 3 femmes ne sont pas les mêmes. Voilà. Et la femme pendant, il faut qu'elle prenne soin d'elle quand même. Il faut qu'elle continue, elle est différente de la première, d'accord, mais il faut qu'elle continue à prendre les mêmes gestes qu'avant, se maquiller, prendre soin d'elle, faire ses ongles, se chouchouter différemment, mais toujours prendre soin de soi. Ça a été, Et Catherine, alors, comment tu motives? Déjà, est-ce que tu as un mot pour la fatigue? Est-ce que tu aurais... Vider, exsangue, vider. Oui, non, mais c'est des mots que les femmes avaient Alors, dit. il faut inventer un mot spécial. Hein. Oui, écoute, tu as 2 heures. Si vous avez des idées. Moi, j'appelle ça le stage pré-grand âge. Ah, c'est pas mal, ça. Je suis en combat depuis 3 ans contre une leucémie. Et j'ai des périodes où j'ai l'impression d'avoir 96 ans. Ouais. Je parle avec mon papa qui a cet âge-là et on échange nos... Alors aujourd'hui... Ah oui, vous échangez avec votre papa qui a forcément 20 ans de plus que vous. Mais alors comment on peut... Alors il y a 2 choses. Comment on peut se motiver? Parce que c'est dans la tête que ça se passe. Et comment, si on n'y arrive pas, si on s'écoute un peu, comment tu donnes des conseils pour gérer la culpabilité de ne pas bouger? Mais parfois, il n'y a pas de culpabilité. Hein. Parfois. Mais enfin, les autres peuvent te faire culpabiliser. Oui. Enfin, lève-toi, bouge-toi. Écoute, d'abord, moi, je respecte quand même les patientes. Celles qui sortent qui viennent d'avoir une chimio ou une chirurgie un peu lourde et tout, et qui me disent vraiment, je peux pas, j'ai pas le courage. Je leur dis, bon, ok, je comprends. Elles ont le droit de se reposer aussi un peu, de rester à se mater des séries dans leur lit ou essayer de bouquiner ou de dormir ou j'en sais rien. Maintenant, je leur dis, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Parce que quand je dis pas trop longtemps, c'est vraiment pas trop longtemps. Hein, c'est en termes de quelques jours, hein, pas de quelques mois. Parce que
effectivement, et ça on l'a dit et je le redis, je confirme, le meilleur médicament contre la fatigue, c'est l'activité physique. Il n'y en a pas d'autre. Donc, d'abord, j'essaye de voir ce qu'ils aiment. Est-ce que vous aimez danser? Parce que c'est pas que faire du sport. Ils s'imaginent activité physique, sport. Oh, mais moi, je suis pas sportif. Oui, mais c'est plein d'autres choses, activité physique. C'est descendre 2 arrêts de bus avant, c'est prendre voilà, des escaliers au lieu de l'ascenseur, c'est faire du jardinage. Voilà, c'est faire son ménage pour vraiment... c'est moins rigolo. Pour les maniaques, oui, il y en a qui aiment ça. Je te dis, ça vide la tête. Tout le monde n'est pas fait pareil, c'est du cas par cas. Voilà. Donc, il y en a qui aiment ça. Donc, pourquoi pas? Je veux dire, bon, moi, je n'ai rien contre. Alors, quand tu disais, moi, je ne me maquille pas avant de faire une sieste, moi, je remarque que les jours où je ne travaille pas, c'est-à-dire 2 jours par an, je reste à la maison en jogging, pourri, pas maquillée et tout. Je suis crevée. Mais vraiment. Donc, c'est vrai que dès qu'on bouge, ça circule mieux, j'imagine. Les organes sont mieux irrigués, etc. Donc, déjà, je vois, qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous aimez danser? Est-ce que vous aimez faire le ménage? Est-ce que vous aimez marcher? Est-ce que vous aimez... Donc, je leur dis, allez-y. Et je leur explique. C'est que de la théorie. Moi, je suis psy, hein. Je suis pas comme vous. Hein. Je ne peux pas leur montrer. Enfin, je pourrais, mais enfin, bon, voilà. Oui, tu es une grande sportive. Oui, je suis une grande sportive. Grande danseuse devant l'éternel. C'est vrai. Mais je ne danse pas en consultation. Donc, j'essaie de leur expliquer simplement que vous verrez, je leur dis, vous verrez, il faut juste vous forcer un petit peu, vous motiver un peu au début. C'est dur. Je comprends que c'est dur. Mais essayez juste de vous motiver, de vous forcer, de vous convaincre, et vous verrez qu'une fois que vous aurez fait votre activité physique, vous aurez marché ou allé à la Camille, etc., vous vous sentirez beaucoup moins fatigué. Et vous allez être hyper content. Et vous serez fier de vous. Et c'est ça qui est important. Joue, la fierté, évidemment. Et vous serez fier de vous, et ça va vous motiver pour continuer. Voilà. Maintenant, je leur dis, si un jour vous êtes vraiment à plat, complètement crevé, voilà, ça se respecte aussi. Il ne faut pas exagérer quand même. Hein. Voilà. Maintenant, pour revenir au maquillage, etc., c'est pas pour être plus jolie, etc., on s'en fout. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, le matin, quand on se regarde dans la glace et qu'on a l'air de rien, quand on se maquille un peu, on a l'impression, c'est tout à fait psychologique, que tout d'un coup, on est moins fatigué. Voilà, donc je dis pas qu'il faut absolument se maquiller, devenir un pot de peinture, mais c'est vrai que de se mettre un peu de fraîcheur sur son visage, un petit rouge à lèvres, un petit machin, ça aide. C'est idiot, mais ça aide. Donc celles qui ne le font pas, je leur conseille. Alors ces messieurs ne vont pas se maquiller, quoique. Enfin bon, voilà. Mais de la crème, se rafraîchir, on va dire. Se rafraîchir. Donc c'est important. Ouais. Mais tu gardes le micro parce que là, on va parler de sexualité. Et en tant qu'oncosexologue, alors moi à l'époque, il y avait déjà peu d'oncopsychologues dans les hôpitaux. Mais alors, l'arrivée des oncosexologues, c'est une révolution. Maintenant, vous n'êtes pas beaucoup. On n'est pas énorme, non. Enfin bon, il y en a de plus en plus quand même. J'avais vu une femme, j'avais lu un article d'une femme qui disait mais pour moi, le sexe a été super important pendant les traitements parce qu'on me faisait tellement mal par ailleurs, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, j'avais envie de me faire du bien. Alors moi, ça me paraissait complètement fou parce que quand j'étais en chimiothérapie, ça ne faisait pas partie de mes priorités. Mais toi, tu es confrontée à des couples qui ont des problèmes. Qu'est-ce que tu dis à ces femmes et à ces hommes pour justement... alors, je vais te spoiler là aussi un peu. Tu dis laisser le cancer à la porte de la chambre, mais ça c'est facile à dire. Tout à fait. Écoute, il y a plein de choses qui sont faciles à dire, hein, je vais te dire. Voilà. D'abord, c'est du cas par cas. C'est absolument difficile de faire une généralité, mais bon, là, je suis obligée, puisque, voilà. La première chose, en fait, il y a j'ai trois théories, trois ordres, voilà, on va dire ça comme ça. Le premier ordre, c'est d'abord de communiquer. Prescription, non, c'est mieux que ordre. Ah, c'est un ordre. Tu fais une ordonnance. Communiquer avec votre partenaire. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a finalement, alors peut-être moins les jeunes, mais il y a peu de communication sur ce sujet dans les couples. Moi, quand je reçois des couples, je leur dis, mais enfin, est-ce que vous en parlez entre vous? Ah ben non. Ah bon? Non, on parle de tout, la maison, la déco, les vacances et tout, mais pas de sexe. Ça fait 30 ans qu'on est ensemble, on n'a jamais parlé de sexualité ensemble. On fait, mais c'est tout.
Bon, c'est dommage, parce que finalement, ça se trouve, tu les prends un par un, la dame, elle va te dire... voilà, et le monsieur... voilà, et alors que s'il communiquait, ça pourrait être youpi, tu vois, c'est dommage. Bon, ça c'est un. 2, ne pensez pas à la place de l'autre. Ça, c'est super important. Pourquoi je dis ça? Je prends un exemple. Il y a des femmes qui viennent me voir et qui me disent « Oui, alors moi, je ne m'aime plus, je ne ressemble plus à rien, j'ai plus de cheveux, j'ai plus de seins, j'ai des cicatrices, j'ai plus de cils. Je ne m'aime plus, comment peut-il encore m'aimer? Ou peut-elle encore m'aimer ?» Excusez-moi, je parle hétéro, mais c'est évidemment valable aussi pour les relations homosexuelles. Donc, comment peut-il ou peut-elle encore m'aimer? Et puis, il y a des patients hommes qui ont des alors cancers ça, aussi. Attends, j'y viens. Tous en même temps, s'il te plaît. Alors... Donc, moi, je leur dis, mais est-ce que vous lui demandez? Ah ben non. Bon, ok. Vous recevez le monsieur ou la dame en consulte, il vous dit, mais moi je l'aime, ça m'était complètement égal, moi ce que je veux c'est qu'elle guérisse, c'est qu'elle aille bien, j'ai toujours envie d'elle, etc. Sauf que, comme la personne pense qu'elle n'est plus aimable, elle s'éloigne, et le monsieur ou la dame se dit, bon, bah, elle est fatiguée, elle s'éloigne, elle n'a plus envie de moi, elle a peur d'avoir mal, etc. Du coup, il n'y va pas non plus. Et petit à petit, la sexualité se délite, il n'y en a plus, et c'est dommage. C'est vraiment dommage, ça peut faire des problèmes de couple. Et là, c'est quand même la double punition. Le troisième ordre, c'est ne vous faites pas violence à vous-même, mais ni à l'autre. Je m'explique. J'avais une patiente, je donne cet exemple, comme ça tout le monde va comprendre, j'avais une patiente qui était très cool, très décontractée, très sportive, genre sac à dos, vélo, basket, tu vois, bon. Nature, pas de maquillage, vraiment là, très sympa. Et son mari, ils étaient mariés, était entraîneur de, je sais pas quoi, d'une équipe de rugby ou de foot, on s'en fout, bref, avec des jeunes. Donc il les prend en province s'entraîner, elle continue sa chimio sur Paris, et elle perd ses cheveux. Mais c'est pas un sujet pour elle. Elle s'en fout. C'est vraiment pas, elle s'en fout. Donc c'était l'été, ni bonnet, ni perruque, ni foulard, ni rien. Et elle s'en fout tellement qu'elle en parle même pas à son mari. Elle le prévient pas. Parce que c'est vraiment pas un sujet pour elle, c'est pas important. Donc, le monsieur, puis elle le rejoint. Donc le monsieur va la chercher à la gare, elle descend sans perruque, chauve, et là, il a un tel choc, ça lui a fait un tel choc, et c'est pas parce que c'est un salaud, c'est pas parce qu'il est méchant et qu'il l'aime plus, c'est juste parce qu'il n'a pas été prévenu, il n'y a pas eu de communication et ça a été violent pour lui. Que sur le plan sexuel, ça a été très compliqué et ils ont failli se séparer parce qu'il a été traumatisé. Donc, ne pas faire violence à l'autre, c'est-à-dire lui dire, voilà, j'ai plus de cheveux ou j'ai plus de seins, ou change rien, est-ce que tu veux voir, est-ce que tu veux toucher, est-ce que tu es prêt? Et de son côté à soi, de se dire, voilà, je n'ai pas envie de me montrer comme ça. Eh ben, on ne se montre pas, on se montre quand on est prêt. On n'a pas forcément le même rythme, donc il faut respecter le rythme de chacun. Ça, vraiment, c'est super important. C'était quoi l'autre question? Il y en avait une, je ne sais plus. Les hommes. Les hommes. Ah oui, les hommes. Alors moi, excusez-moi, j'ai une expression... On sent que tu suis. Hein. Parce que vous n'êtes pas nombreux. Hein. Alors, il y a Antoine derrière aussi qui a fait un grand sourire en disant... Alors les hommes, c'est évidemment du cas par cas aussi, mais j'ai une expression un peu vulgaire et je m'en excuse par avance, mais qui résume un peu le problème de l'homme. L'homme, c'est un peu je bande, donc je suis. Et quand non, mais alors là, vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Hein. Alors, quand ils bonnent plus, ils ont l'impression, j'ai bien l'impression qu'ils ne sont plus. Et là, c'est super compliqué, parce qu'ils peuvent vraiment tomber dans des... Alors, ils sont dans l'évitement, ils n'en parlent pas, ils ont honte, et ça peut vraiment finir en dépression profonde. Donc, c'est encore un autre problème. Pourtant, il y a... D'abord, il y a des éventails thérapeutiques chez les hommes qui sont pas mal, entre les IP2-5, alors c'est tout ce qui est Viagra, Cialis, machin, ce genre de trucs. Bon, il y a des piqûres... Il y a des solutions. Il y a des solutions, excuse-moi. Oui, il y a des solutions. Il faut parler à son médecin, son urologue, son sexologue, son oncologue, enfin bref, voilà. Et surtout, il faut qu'ils comprennent bien que le regard que la femme porte sur eux, c'est pas du tout, c'est pareil, il ne faut pas qu'ils pensent à la place de l'autre, n'est pas du tout le regard qu'ils ont eux sur eux-mêmes. C'est pas parce que, plus, quand ils ont des difficultés érectiles, on va dire ça comme ça, des dysfonctions érectiles, qu'on les aime plus, qu'on considère que c'est plus des mecs, etc., etc. Pas du tout. Donc bon, ça c'est aussi notre rôle de psychosexologue, de les convaincre de tout ça et voilà. Et je suis sûre que tu arrives à convaincre plein. Je t'explique même pas.
Je suis hyper convaincante. Ouais, Ils prennent des notes, c'est trop mignon. Annick, je ne sais pas si tu as un partenaire ou une partenaire, donc comment ça s'est passé si c'était le cas? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que tu envisages d'avoir un partenaire ou une partenaire Alors, je ne vais après. pas vous raconter ma vie privée parce que ça serait trop long. Mais j'ai un compagnon avec qui je ne vis pas au quotidien. Et en fait, alors, je me suis posé des questions par rapport à moi déjà, pas concernant la sexualité, parce que je savais que les traitements hormonaux, par exemple, peuvent induire des effets secondaires autour de la sexualité. Alors très délétère. Enfin, qui peuvent devenir un problème au long cours, à savoir une baisse de désir, donc baisse de la libido, des problèmes de sécheresse vaginale, de sécheresse intime, donc des difficultés à avoir des relations sexuelles dans de bonnes conditions, qui sont satisfaisantes, épanouissantes, la peur d'avoir mal pendant ces rapports. Alors effectivement, il y a des solutions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas médecin, mais voilà, il y a des solutions. Il y a moins de solutions pour les filles que pour les garçons. Hein, quand même, il faut le dire que les filles, c'est moins bien remboursé, c'est même souvent pas remboursé du tout, etc. etc. Bon, enfin. Oui. C'est parce qu'on a une sexualité passive, même si on est très actif sous la couette, alors que les hommes ont une sexualité active, donc c'est pas... Tu vois, eux, ils ouais, et puis il y a surtout beaucoup d'hommes à l'Assemblée nationale qui votent les lois. Hein. Oui, je suis d'accord. Je suis désolée, hein, là, les hommes... Moi, je m'en fous, j'ai un côté féminin très développé. Mais comme tout le monde, côté masculin, côté féminin. Donc, une fois que j'ai eu élucidé ces questions me concernant directement, concernant mon corps et la façon dont mes relations intimes allaient se passer, je me suis plus, alors comme disait Catherine à l'instant, j'ai plus pensé à la place de mon compagnon. Et les interrogations, elles sont devenues beaucoup plus préoccupantes, beaucoup plus prégnantes vis-à-vis de lui. Et en fait, avant de lui en parler et avant de communiquer, il y a plein de questions qui me sont passées par la tête. Savoir comment il allait se réapproprier ou s'approprier mon nouveau corps. Est-ce qu'il n'aurait pas des difficultés à me toucher, à poser ses mains sur le sein qui avait été opéré, donc cette nouvelle poitrine? Est-ce que ça ne créerait pas un blocage physique ou psychologique lors de nos envies respectives? Et est-ce qu'on allait retrouver notre entente? Est-ce qu'on allait retrouver notre sexualité épanouie comme avant? Même si on ne peut pas dire que, effectivement, ça pouvait être exactement la même chose. Et c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions par rapport à lui, plus que moi-même en fait. Je me suis mise un peu en retrait parce que je me suis dit, il y a des solutions pour les problèmes que je peux éventuellement rencontrer. Et en fait, la solution pour avancer sur cette thématique de la sexualité, c'était d'en parler. Et je lui ai expliqué mes craintes. Je lui ai fait part du fait que j'avais peur d'être moins désirable. J'avais peur qu'il n'ait plus envie de moi comme avant. J'avais peur de la relation elle-même, qu'elle soit douloureuse. Et il t'a rassurée? Et il m'a rassurée. Et en fait, c'était ce qui a débloqué la situation dans ma tête et dans mon corps, c'est le fait d'en parler et d'être en confiance en fait. Et de savoir que la personne que j'avais en face de moi me voyait toujours avec le même regard, le même amour, et que pour lui, comme disait Catherine, l'idée c'était, voilà, tu as eu un cancer, tu as été opéré, mais pour moi, tu es la même, dans mon cœur, dans ma tête, et ça ne change rien. Je n'ai pas d'appréhension à te toucher, je n'ai pas d'appréhension pour faire l'amour avec toi, et tout va bien, en fait. Eh bien, garde-le. Donc, oui. Stéphanie, alors là, pour le coup, Stéphanie, on se dit se faire belle, jolie, prendre soin de soi, etc., ça a un rapport. C'est un rapport. Il y a plein d'aspects. En fait, on a souvent, en fait, quand mes patientes viennent me parler
Alors c'est un sujet un peu tabou au niveau lorsqu'elles ont un cancer parce qu'elles n'en parlent pas forcément avec l'oncologue et c'est un sujet qui est encore... Et l'oncologue n'est pas spécialiste de la sexualité. C'est ça. Et puis même elles n'ont pas en fait cette approche-là, elles ont peur de poser des questions, donc elles viennent me voir souvent. Confidente. Confidente, bah oui, parce qu'en fait la socio-esthétique c'est vraiment un rôle, on rentre dans l'intime. Donc en fait elles viennent nous en parler. Et je me souviens, il y a une dame, il n'y a pas si longtemps, qui m'en parlait et elle me dit... Elle me dit, j'y arrive plus. En fait, on a des difficultés de communication. Donc ça, c'est ressorti depuis tout à l'heure, on en parle. Problème de communication. Et puis, elle me parle de sexualité. Elle me dit, mon mari est en vie. Mais je lui dis, mais en fait, il n'y a pas que la pénétration. En fait, c'est d'abord s'aimer soi-même. En fait, on ne peut pas se donner, alors en tant que femme et en tant qu'homme aussi, on ne peut pas se donner à l'autre si on ne s'aime pas soi-même, déjà. Donc moi, en fait, le rôle de la socio-esthéticienne, c'est vraiment, en fait, d'apprendre déjà à la personne, donc à la patiente ou patient, ce que je fais également, je m'occupe également des hommes, de prendre soin d'eux ou d'elles, déjà de se chouchouter, de pouvoir se retoucher de nouveau, parce que ça c'est une complexité aussi, lorsqu'on a une ablation du sein ou des deux seins, peu importe, ou on a la sensation du PAC également, c'est un peu complexe de pouvoir se retoucher de nouveau, parce qu'on a toujours l'impression d'être malade quand on a le PAC, parce qu'il nous reste encore un petit peu après la chimiothérapie et la radiothérapie, on ne l'enlève pas tout de suite. Et il y a plein de modifications au niveau corporel. Et donc, en fait, tant qu'on n'aura pas pris cette habitude-là de se retoucher, de se couper, alors moi, je dis souvent, il faut se lever. C'est joli. Ouais, je dis ça souvent, se lever. Puis quand on prend soin de son visage, alors c'est souvent lors des ateliers, je dis aux femmes, faites-vous un soin de visage. Alors, elles sont comme ça, mais avec une agressivité. Je leur dis, mais il faut se pouponner, se chouchouter, se caresser. Alors, on regarde avec des grands yeux, on dit, ouais, mais on n'a pas le temps. Si, on a toujours le temps de prendre 2 minutes de son temps juste pour pouvoir poser une crème avec douceur et délicatesse. Et une fois que cette étape-là, en fait, est franchie, et ben, en fait, souvent, tout à l'heure, je parlais de l'aidant et de l'aider. Alors là, je parle d'homme ou de femme, peu importe. En fait, le compagnon ou la compagne vient. Et souvent, en fait, je lui redonne des conseils, en fait, pour pouvoir... faire un modelage. Alors, je parle souvent du modelage parce qu'en fait, la socio-esthétique, c'est vraiment de la relaxation, du cocooning, c'est reprendre confiance en soi et de l'estime de soi. Donc, c'est pour ça pourquoi sur les thèmes qu'on a abordés depuis tout à l'heure, on entend souvent parler de modelage, de relaxation, de chouchoutage, de maquillage. Voilà. Mais ça va vraiment au-delà. Et donc, lors de cet atelier-là, l'homme ou la femme prend soin de poser une crème sur la main. Alors, souvent, je ne le fais pas sur le corps parce que je ne déshabille pas mes patients. Alors, c'est des bras. Pas encore. Mais non, c'est pas ça dépend de la transformation. Tout à fait, c'est ça. Peut-être statin, là-dedans. Mais voilà. Mais d'abord, on commence par les mains, c'est avec douceur et délicatesse. Après, on va aller au niveau du visage et le reste, ça va chez eux. Hein. Et j'ai une petite anecdote. J'avais une patiente il n'y a pas si longtemps qui m'a dit, il y a un an de ça, qui m'a dit avec mon mari, il n'y a plus rien. Donc, j'ai vu le compagnon tout seul et donc la patiente. Tout seul, et puis on voyait qu'il y avait un problème de communication. Ils ne discutaient pas entre eux parce qu'il y a les non-dits, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de peur. La peur, la maladie fait peur, le mot cancer fait peur. Et donc en fait, si on n'arrive pas à poser des mots dessus, la communication est dans le couple, c'est souvent tragique. Et donc en fait, on a discuté de ça et la dame me dit, elle avait une alopécie, elle me dit, j'y arrive plus, le soir, j'ai envie de lui faire plaisir. Donc elle avait déjà repris confiance en elle, puisque je l'avais déjà vue auparavant à plusieurs séances en individuel. Et elle me dit, ce soir, j'aimerais bien lui faire une surprise, c'est son anniversaire, machin, un truc. Je dis, ok. Donc j'avais ma valise de Mary Poppins où j'avais un tas de prothèses capillaires. Et je lui dis, ce soir, tu veux t'appeler comment? Elle me dit, on va faire un jeu de rôle. Moi, j'utilise beaucoup le jeu de rôle dans mon travail. De mon travail. Et du coup, je lui dis, mettez une prothèse capillaire en mode Crazy Horse. C'était ça. Et donc, je lui dis, après, vous prenez, elle me dit, mais j'ai pas de sein, comment on va faire pour mettre la nuisette, machin. Je dis, prenez une baby doll. Donc, je donne aussi des conseils sur ça. Et donc, elle est partie, je lui dis, il faut accessoiriser. Le maquillage, je m'en suis occupée. Je lui dis, vous faites un côté, je fais l'autre, pour voir si elle avait bien appréhendé. Et elle, le soir, donc elle le fait. Le lendemain, elle vient me voir, elle me dit, Stéphanie, c'était génial, j'ai passé une très bonne soirée. Je ne parle pas de sexualité autre, voilà, on n'est pas rentré dans les détails, tout ça, mais elle m'a dit, ne serait-ce que se faire caresser, se faire lever, prendre dans les bras, en fait, j'ai tout gagné. Et là, je me dis que mon travail a porté ses fruits. Et voilà, et on parle de sexualité, mais il n'y a pas que ça.
Bien sûr, il y a la tendresse. Il y a la tendresse, il y a l'affect, il y a bordel. plein de choses. J'ai bien parlé pour une fois, tu vois, sur le sujet. Je suis à fond. La sexualité, ce n'est pas que la pénétration. C'est La ça. tendresse, la sensualité, l'amour, les caresses, Mais souvent, on fait un... partie de la sexualité. Vous remarquez que C'est un ça sujet... discute. Hein. Lucie, on parle d'activité physique. Alors, pas pendant la sexualité. C'est une activité physique, absolument. Non, mais ça dépend. Jean-Marc, excuse-nous, mais ça dépend. Peut-être que toi, tu n'as pas l'impression de faire de l'activité physique, parce que comme tu montes la tour Eiffel sur les mains, effectivement, l'activité physique est quand même très intense. Comment l'activité physique peut-elle aider dans la sexualité, justement ? Moi, je vais rester plus sur du pratico-pratique, pénétration du coup, mais juste pour rebondir sur les thématiques qu'on a abordées avant. Si les patients sont moins fatigués, qu'ils ont moins de douleurs, qu'ils ont plus de mobilité, qu'ils ont confiance en leur corps, ben, forcément que ça aide pour les rapports. Et donc, si on parle du côté mécanique, que ce soit pour des personnes qui ont eu des traitements, des cancers ou pas d'ailleurs, le périnée, ça reste un peu la zone proche. En tout cas, un périnée qui est maîtrisé. Je pense qu'on devrait tous avoir des cours sur le périnée dès très tôt. En tout cas, avant d'accoucher. Ouais, ça arrive pour le coup. Mais un périnée, il doit savoir se relâcher et se contracter, un peu comme le cœur en fait. Donc ça devrait être aussi important pour le coup. Et souvent, on n'apprend ni à savoir où c'est. Moi, souvent en consultation, j'apprends à des hommes qui ont un périnée comme le nôtre. Et pour des cancers de la prostate, quand on a un diagnostic et qu'on vient juste apprendre qu'on a un périnée, ben on a du mal à pouvoir le contracter de façon assez évidente. Et donc un périnée qui est musclé, qui est maîtrisé pour les femmes, ça va faire venir le plaisir plus facilement. Et le plaisir féminin, ça vient d'une contraction du périnée qui est séquencée. Un périnée qui est musclé chez la femme, quand il y a une pénétration, il y a de meilleures sensations pour les deux partenaires. Et chez l'homme, avoir un périnée qui est pas trop musclé, parce que des fois quand c'est trop musclé, ça, même pour les futurs urinaires, en fait, ça fait l'inverse. Donc il faut vraiment arriver à le relâcher, à le contracter. Ça permet de retarder l'éjaculation. Donc le périnée, il est au cœur de la sexualité pour monsieur, madame, tout le monde. Et sauf quand il y a des cancers sur la zone pelvienne, où le périnée il est directement impacté par la chirurgie, la radiothérapie ou la curithérapie. Donc c'est tout ce qui est cancer de la prostate, cancer du rectum et cancer pelvien chez la femme, en fonction des traitements qui sont mis en place. Le périnée, il est de suite altéré par ces traitements-là. Il peut être à la fois hypertonique avec la curithérapie et la radiothérapie. En général, il y a des effets à moyen-long terme. Au début, la radiothérapie a une inflammation, mais ça reste gérable. Et après, le périnée, il a tendance à changer un petit peu de texture, comme pour les cancers du sein sur la radiothérapie du grand pectoral. Voire, il y a un relâchement pour les cancers de la prostate. Après une opération, le périnée, il est en général très relâché. Et le fait de réapprendre ou d'apprendre aux personnes d'utiliser son périnée, ça a directement un impact sur la sexualité quand il y a pénétration en tout cas. Ok, super. Là, il nous reste 10 minutes pour aborder une question qui est, à mon avis, très importante. C'est le rapport aux autres. Et là aussi, toutes les trois, et d'abord Annick, toutes les trois, vous avez un rôle dans le rapport aux autres qui peut à la fois être difficile ou, comme j'ai l'impression pour toi, Annick, il n'a pas été si difficile que ça parce que tu en as parlé tout de suite à tout le monde, toi. Oui, en fait, j'ai pris le parti d'expliquer ce qui m'arrivait, autant à mes proches, à des amis et à certaines de mes collègues. Mais en fait, ça a eu un effet auquel je ne m'attendais pas. C'est-à-dire qu'en fait, surtout au niveau des amis, elles se sont senties obligées, entre guillemets, de me parler de cas dont elles avaient connaissance, soit dans leur famille, j'ai une grand-mère, j'ai une tante, une copine, une amie. Et en fait, j'ai été saturée d'informations. Alors évidemment, c'était fait dans un esprit de bienveillance. C'était aussi fait pour dédramatiser la situation, pour me rassurer. Mais à un moment donné, j'en pouvais plus parce que je préférais m'approprier, j'allais dire, ma maladie. Et puis à un moment donné, j'ai dit stop.
Et le stop, il est arrivé au moment où je me suis fait opérer. Le lendemain de l'opération, enfin j'exagère un peu, mais dans les jours qu'on suivit, j'ai dit maintenant c'est fini. Je ne veux plus entendre de témoignages, je ne veux plus qu'on me dise un tel, une telle a été opérée d'un cancer du sein, ça s'est passé comme ça pour elle. Maintenant, ça fait 10 ans, tout va bien pour elle et tout. Je ne pouvais plus entendre ça. Je ne pouvais plus entendre ce discours parce qu'en fait, il provoquait l'effet inverse de ce qui est, enfin à la limite de la raison pour laquelle on abordait ce sujet avec moi. Et j'ai pris conscience de ça et je me suis dit, ça y est, stop. C'est mon cancer. On parle de cancer du sein, mais chaque cancer du sein est différent. On a tout notre ressenti physique, psychologique. Donc c'est notre maladie, c'est notre cancer. Et je voulais plus... je me suis mis dans ma bulle, en fait. Je me suis approprié ma maladie et j'ai dit, ça sera comme ça du traitement. Donc pendant quelques mois, je me suis isolée de ces personnes bien intentionnées. Enfin, quand je dis isolée, j'avais quand même des contacts avec elles, mais j'abordais plus du tout le sujet du cancer du sein. Et j'ai attendu la fin de mon traitement, donc la fin de la radiothérapie. Et puis petit à petit, j'ai ouvert les yeux, je me suis sortie de ma bulle. Et puis c'est du jour où j'ai commencé l'activité physique à la Camille, donc quelques mois après, où là, j'allais dire, j'ai ouvert la porte. J'ai ouvert la porte, mais pour une raison qui pour moi était évidente et qui me correspondait à ce moment-là et qui me parlait, c'est que je me suis retrouvée avec des femmes qui avaient subi un cancer du sein, qui pouvaient comprendre, qui pouvaient me comprendre sans me juger, avec qui je pouvais partager leurs expériences sans parti pris, sans idée de dire je te conseille ça ou moi j'ai vécu comme ça. En fait, on était toutes dans le même bateau, si je puis dire. Et là, j'ai vu que le positif, en fait. Ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien parce que je pars du principe que quand on a vécu une maladie comme ça, on peut en parler et on est les meilleures personnes pour en parler parce qu'on l'a vécu. Quelle que soit la personne éminente, qu'elle soit professionnelle de santé, qu'elle soit soignante, que ce soit des amis, de la famille, personne n'est à notre place et personne ne sera jamais à notre place. Donc on est les premiers témoins et les premières ambassadrices. Et, les pères, c'est ce qui est le plus important. Et en fait, c'est notre ressenti, c'est notre vécu qui se traduit à partir de là. Lucie, elle parlait de ces séances d'activité physique, Annick. Alors, on n'est pas toute seule. On est en groupe. Alors, donc, sauf dans les prises en charge hémato, où pour le coup, ils sont tous seuls. Oui, ils sont à l'hôpital, ils peuvent pas venir en cours. Mais quand on est en cours, toi, qu'est-ce que tu as observé chez les personnes qui viennent faire de l'activité physique? Souvent, c'est une relation en quoi ça aide? Différente parce qu'ils passent par le corps. On parle que du corps toute la séance. Et il se passe quelque chose qui se passe... Alors, peut-être qu'il y a d'autres activités où ça se passe, mais il se passe quelque chose d'assez unique, je trouve. Et le crochet, peut-être. Et... Le crochet. Pendant qu'on fait de l'activité physique, ce que Jean-Marc vous montrera juste après. Sur les mains. Et je ne sais plus ce que je disais. Oui, il se passe quelque chose parce qu'il y a une relation au corps, on vient là pour travailler son corps. Et il y a vraiment des amitiés, des relations qui se créent qui sont assez fortes. J'ai l'impression que vraiment le fait d'aller transpirer ensemble, ils souffrent un peu quand même parce que les séances ne sont pas toujours faciles, donc ils viennent quand même souffrir ensemble et ils se reconnaissent vraiment dans l'effort et je trouve que vraiment il y a des relations hyper intenses qui se créent. Et d'ailleurs, j'ai des groupes de patientes que je suis plus depuis 3 ans, moi, maintenant. Et elles sont restées copines. Elles vont marcher 3 fois par semaine ensemble. Elles ont un groupe WhatsApp, elles se donnent des petites nouvelles. Et quand il y en a une qui revient me voir à la clinique, elle me dit « Ah ben tiens, elle me donne des nouvelles de toute la troupe. » Du coup, c'est assez on reste en bande. Non, mais quand on est pomponné, etc., qu'on se trouve jolie, qu'on essaye de camoufler avec une perruque, un turban ou les problèmes de peau, etc., on cache les cernes, ça aide dans les rapports avec les autres. Et puis, toi aussi, tu as des séances, de groupe. Donc là aussi, ouais. Un peu comme tout le monde disait, en fait, c'est des ateliers collectifs en général où on a toutes les mêmes pathologies, en général, pas le même cancer,
Alors ça, c'est des sujets on ne parle pas cancer lors de mes ateliers, jamais. Mais on va parler bien-être, cocooning, maquillage, tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est un lieu où elles sont elles-mêmes, où elles peuvent échanger sur la même thématique, c'est-à-dire la chute des cheveux. On ne va pas parler médicaments, traitements, tout ça, on n'en parle pas. Voilà, pareil, elles créent des groupes WhatsApp également, et puis voilà. Mais alors, on est belle, on est musclé, ou on est beau, on est musclé, et on n'a plus l'air malade. Donc, est-ce que c'est pas délétère, justement ça peut pas être délétère, c'est-à-dire de dire « Oh, bah, t'as l'air en pleine forme, t'as pas l'air fatigué, et tout va bien, etc., etc. » Mais en vrai, t'es pas vraiment malade. Alors, il y a ça souvent. Moi j'ai eu. Alors, je ne sais pas qui c'est les autres, si c'est d'autres personnes qui sont atteintes d'un cancer. À l'entourage, d'accord. Non, l'entourage. Alors, oui, ça peut être compliqué parce que soit ils en font trop, soit ils n'en font pas assez. Soit, comme disait Annick, ils deviennent oncologues. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Donc, ça, c'est une galère. Ils cherchent toujours des paroles miracles qui n'existent pas. Enfin, bref. Moi, j'ai eu l'exemple d'une patiente qui, effectivement, s'était pomponnée, etc., bien maquillée, perruque, et qui est allée déjeuner avec ses collègues de travail, et elles lui ont dit « Oh, mais t'as l'air en forme, tu pourrais venir bosser !» Donc, ouais. ça peut être un petit peu compliqué. Alors, que répondre à ces gens ? Il faut répondre à ces gens qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent et leur expliquer. Le problème, c'est que c'est encore aux patients de faire l'effort. Qu'est-ce que c'est que la maladie et ce qu'on appelle des handicaps invisibles. Oui, c'est ça. Très souvent en cancer métastatique, on voit ça parce que le cancer métastatique, des traitements ne font pas forcément tomber les cheveux. Ça ne se voit pas. Or, on sait très bien que c'est quand même très compliqué pour plein de raisons. Et donc, l'entourage de... Puis alors, souvent, c'est des thérapies orales, c'est, je sais pas, un petit cachet par jour, quoi. C'est rien, c'est un Smarties, hein, voilà. C'est ça. Donc, ils ne se rendent absolument pas compte. Donc, je pense qu'il faut éduquer la population. Alors, c'est évidemment, malheureusement, encore aux patients de le faire, hein, parce qu'il n'y a que lui qui connaît mieux sa maladie, hein, comme disait Annick. Mais c'est aussi à nous. Dans des endroits comme celui-ci et bien d'autres, c'est aussi à nous d'expliquer, d'éduquer, d'informer, que c'est pas parce que ça se voit pas que ça n'existe pas. Ouais, voilà. Exactement. Donc voilà, et souvent il y a un décalage entre ce qu'on vit et l'entourage. C'est pour ça que l'après-maladie, l'après-cancer, le cancer blues comme je l'appelle, est tellement compliqué. Parce qu'il y a ce décalage. Les gens pensent « Ah, bah, t'es guéri, c'est super, champagne, on passe à autre chose. » Non, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Je voulais, mais je ne sais pas si j'ai le temps, une dernière phrase, un dernier conseil, une dernière chose en une phrase avant de passer aux questions, parce qu'on voudrait vraiment que les gens participent, les gens qui sont venus vous écouter dans un silence à part Jean-Marc. Parfait. Je commence par Annick. Une dernière phrase. Un conseil. Ah, t'as pas préparé, bah fallait. En fait, je vais reprendre les expressions que Stéphanie, ma voisine, a beaucoup utilisées. Moi, je pars du principe qu'il y a un avant-cancer et un après-cancer. Et en fait, ma devise, c'est ne pas culpabiliser si par moment on est égoïste, si on a envie de prendre soin de soi, de se coucouner, de se faire du bien. Et de profiter de la vie au maximum en se disant mais effectivement le cancer est derrière moi, mais j'ai encore des traitements, j'ai encore des choses lourdes à supporter, mais il faut rester optimiste. Et puis moi je suis devenue depuis mon cancer une boulimique de la vie. Je profite de chaque instant, de toutes petites choses, me promener dans la rue, aller voir un bon film, lire un bon bouquin. Je fais plus de choses qu'avant. Mais c'est ma thérapie, en fait. C'est comme ça que je me sens bien. Tu profites des bons moments. Je profite même de tout ce qui est bon à prendre et je me crée aussi de bons moments. Je n'attends pas que les bons moments viennent à moi. Je vais aussi à la recherche de ces bons moments. Ok, super. Très positif. Alors, le mien, c'est « Lovez-vous ». Ça, je l'ai sorti, ça, j'aime bien. Voilà, et chouchoutez-vous, coucounez-vous, et puis vous allez voir, la vie, elle reprend. Voilà, vous aurez des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres que vous aurez faites durant votre maladie. Et puis la nouvelle personne qui arrive. Qui éclot comme une chrysalide. Ouais. Un papillon. C'est beau. Alors moi, je n'ai pas préparé une phrase, je suis désolée. Apprenez, ayez confiance en vous, vraiment. Ayez confiance en vous. Faites-vous du bien.
communiquez et débarrassez-vous de tout ce qui est toxique et non obligatoire. L'activité physique, c'est obligatoire. C'est pas toxique. Ok, c'est ton dernier mot. Non. J'ai le droit de 2 phrases. Le corps, il est fait pour bouger. Depuis la nuit des temps, depuis que l'Homo sapiens est né, il est fait pour bouger. Donc souvent, on a tendance à le protéger à cause des traitements et à plus l'utiliser. En fait, c'est le moment où il faut continuer à l'utiliser. Que ce soit avec des séances adaptées parce que vous avez besoin d'être accompagné par la Camille ou autre, faites-le accompagner. Sinon, vous prenez vos baskets et vous sortez. Et si c'est difficile, des jours sera difficile, essayez et vous verrez. Au moins marcher, parce Oui, que les au moins baskets, ça ne veut pas dire faire Oui, le marcher, marathon. Je parlais pas de courir, je parlais bien de marcher. On va passer aux questions. Merci beaucoup, mesdames. On va passer aux questions. Bonjour, j'ai juste une remarque à faire. Lorsque vous avez évoqué le comportement que nous pouvons adopter à l'annonce de la maladie, l'état de sidération, le sentiment d'injustice, il y a un point que vous n'avez pas évoqué, le sentiment de culpabilité. La culpabilité, pourquoi je fais ça, moi, au mien ? J'ai des enfants, j'ai un mari aimant, qu'est-ce que je leur fais ? Et ça, c'est extrêmement difficile à surmonter. Juste, alors, la seule chose que je vous dis, vous avez raison, tout à fait, il y a ce sentiment souvent, mais moi, ce que je dis, c'est vous n'êtes pas coupable, vous êtes victime. Et ça, il faut en prendre conscience. Ce n'est pas de votre faute. Oui. Voilà. Mais c'est envahissant. C'est très envahissant, mais je pense qu'il faut intégrer ça, que vous n'êtes pas coupable, mais victime. Moi, ce n'était pas vraiment une question, c'était juste dans le domaine du cocooning. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une cure post-cancer. Et j'avoue que j'en ferai pas plusieurs, mais la première que j'ai faite, donc tout de suite, enfin 1 an après mon cancer, ça m'a fait un bien fou parce que, pareil, être dans un groupe de 12 femmes qui ont vécu la même chose, et puis là, on ne s'occupe que de soi. Donc, les massages, la diététique, le maquillage, et le sport, bien sûr. Tous les matins, gym aquatique, etc. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Ça m'a... Oui, voilà, je recommanderais à tout le monde parce que c'est vraiment, ça fait un bien fou. Alors, c'est obligatoirement adossé à une autre cure, c'est-à-dire qu'on a 2 cures par jour, du coup, puisqu'une le matin, qui est en général rhumatologie, et l'après-midi, cancer, enfin post-cancer. Mais c'est vraiment très, très bien. Et c'est pris en charge par la Sécu, voilà. Alors moi, la seule réserve que j'ai, c'était sur les groupes de parole où on a un peu tendance à revenir là-dessus. Bon, moi, ça ne me correspondait pas, mais je veux dire, ça correspond sûrement à des femmes. Mais voilà, tout le reste, j'ai vraiment, ça m'a fait un bien fou. Bonjour, moi j'avais un retour par rapport en fait, aux effets secondaires. On a beaucoup parlé des douleurs. Et moi, personnellement, ma problématique, c'est le souffle. Je suis comédienne-chanteuse, donc du coup, je fais beaucoup de scènes. Je ne suis pas en arrêt, je continue à travailler alors que je suis actuellement en chimiothérapie. Et c'est mon gros problème, du coup, de pouvoir tenir sur la durée. Et j'ai dû, du coup, annuler des spectacles parce que je ne pouvais pas, au niveau du cœur, parce que mon pouls s'emballe très, très vite dès que je fais un effort. Et de savoir si, du coup, vous avez des conseils aussi en termes, du coup, d'exercice pour pouvoir essayer de gagner un peu en endurance, parce que du coup, même monter un escalier devient compliqué. Du coup. Vous êtes sous Taxol ? J'ai eu Taxol, carboplatine, et là je suis en AC en ce moment. Ok. Le problème de ces prises en charge-là, c'est que c'est la chimiothérapie qui est cardiotoxique, donc l'altération, elle est déjà au niveau du cœur. Par contre, vous faites de l'activité physique, notamment du travail d'endurance avec de la marche, de la natation, du vélo. Alors je fais surtout marche, vélo ça devenait pareil compliqué, donc j'ai un vélo électrique maintenant, c'est beaucoup plus facile. Et la piscine, j'avoue que j'ai pas osé y aller, alors que de base la natation c'est mon sport. Déjà de peur que le chlore m'assèche beaucoup trop la peau, et puis du coup j'étais tellement fatiguée que j'avais aussi peur de faire un malaise dans la piscine, et du coup ça m'a fait aussi
À partir du moment où les défenses immunitaires sont pas trop basses et il n'y a pas de problème de peau avec la radiothérapie, pendant la phase vraiment de radiothérapie, il n'y a pas de contre-indication à faire de la natation. Effectivement, si on peut être accompagné, si vous y allez avec une amie, nous on a des programmes à Molitor où il y a un encadrement dans des séances de natation. Je ne sais pas si vous pourriez avoir accès à ces séances-là par exemple. Mais en tout cas, il faut faire du travail cardio-respiratoire pour améliorer les fonctions du cœur. Mais quand même, le fait de gagner en masse musculaire, le muscle il va demander moins d'oxygène à l'effort. Donc, meilleure est votre capacité musculaire, moins ce sera dur sur les efforts cardio-respiratoires. Donc, il faut à la fois faire du renforcement musculaire et du travail cardio-respi, marche, vélo, natation. Stéphanie, par rapport au chlore Concernant le chlore, donc c'est l'hydratation. Il faut un bon gel douche, comme on appelle ça, un peu avec de l'huile dedans. Alors, je ne vais pas citer de marque. Même. Ah oui, non mais hormis même, voilà. Il y a même, vous avez même et vous avez les crèmes après hydratantes ou les baumes hydratants. Même aussi. Même aussi, voilà. Ça, c'est utile, mais vous pouvez aller prendre soin de vous aussi. D'accord. Et maintenant, il y a des piscines, en fait, sans chlore. Oui, absolument. Merci, monsieur. Il y a des piscines où le traitement de désinfection par l'eau passe non pas par l'usage du chlore, mais par celui de l'ozone. Renseignez-vous. Il y a, par exemple, dans le 8e arrondissement de Paris, une piscine qui est traitée, où le traitement d'eau se fait par ozone. Dans le 15e, il y en a une, à côté de Beaugrenelle. Une autre question, parlez dans le micro parce que... C'était juste la continuité en fait de ça. On va vous repasser le micro. Alors, votre oncologue et votre radiothérapeute est le seul et l'unique qui doit vous donner des conseils suivant votre traitement que vous avez en cours. Tout le monde est différent et eux ils font pas de, alors eux ils vont pas faire de cas par cas, ils vont généraliser, d'accord, c'est leur protocole à eux. Moi je vais pas venir à l'encontre, je suis pas médecin ni oncologue, mais par contre voilà, déjà prendre soin de vous. Il y a maintenant les piscines à ozone, peut-être que vous avez un pack et l'autre dame à côté de vous peut-être pas visible aussi, tout dépend. Il y a des structures où en fait on met des tégadermes dessus, des protecteurs et tout ça en plastique, ça permet d'éviter de le tromper. Mais il y a d'autres médecins non. Oui, mais tout dépend du traitement, de là où vous en êtes. Le traitement peut être aussi vous faire baisser votre immunité, donc peut-être à ce moment-là pas aller dans une piscine pendant ce moment-là, etc., etc. Donc vraiment demander à votre oncologue, si votre oncologue dit pas de bain, mais vous sortez peut-être de la chirurgie aussi, avec le pack et tout. Il faut absolument toujours demander à son oncologue. Est-ce que je peux poser une question ? Qu'est-ce que vous pensez des cas de récidive ? Parce qu'on a beaucoup parlé de cancer ici, dont j'ai eu le sentiment que c'était souvent un premier cancer, un cancer primaire. Mais quand vous avez une récidive au bout de 10 ans, ça change quand même pas mal de choses par rapport au cancer primaire, parce qu'à la fois on a l'expérience du premier cancer, mais d'autre part, l'environnement pense aussi que, bon, ma foi, tu as vécu le premier, et puis on dit jamais 203, donc prépare-toi. Oui, alors, effectivement, on n'a pas parlé de stade, d'être en cancer primaire ou en cancer métastatique, mais évidemment, en ce qui concerne le corps, l'activité physique, renouer avec son corps, etc., c'est exactement les mêmes problématiques. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Mais je voudrais juste laisser la parole à Catherine, c'est un peu déconnecté du corps, mais tu parles de l'esprit, sur la phrase que tu dis souvent sur un cancer métastatique par rapport à un cancer primaire, je vais la dire à ta place. Ah oui, c'est une parenthèse qui ne se referme pas. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais revenir un peu sur notre rôle d'ambassadeur, parce qu'effectivement, moi j'ai trouvé la Camille, entre guillemets, toute seule, enfin grâce à la Ligue. Je l'ai trouvée quasiment en fin de traitement. Et j'ai vraiment halluciné sur les effets bénéfiques. Moi, j'étais très sportive avant, et au début, je me suis dit, l'activité physique adaptée, c'est pas pour moi. Et finalement, j'ai trouvé ça extraordinaire pendant la radiothérapie, parce qu'on a beaucoup travaillé sur la respiration. Et dans ma situation, en tout cas, les séances de radiothérapie, c'était sur des périodes de courte apnée, donc ça m'a beaucoup aidée.
Là, sur la récupération, je trouve ça exceptionnel. Et du coup, je suis un peu déçue de ne pas l'avoir trouvé avant, parce que je pense que ça m'aurait beaucoup aidé pendant la chimio. Je pense que ça m'aurait beaucoup aidé, effectivement, avant l'opération, après, sur ce qu'on peut faire, pas faire, comment on récupère. Donc, je sais que parfois, on a la chance d'avoir un oncologue qui croit en la sexo, qui nous oriente, qui croit en l'activité physique et qui nous oriente. On les connaît, il y en a quelques-uns. Et quand on les a pas, il faut un peu trouver ces infos toutes seules. Et du coup, il y a un peu une perte de chance pour... Alors, pas perte de chance, mais en tout cas pour certains d'entre nous. Soit parce qu'ils vont jamais le trouver et ils vont rater quelque chose, soit parce qu'ils vont le trouver. Peut-être un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et du coup, voilà, il y a vraiment un rôle et je vous rejoins sur le corps pendant le cancer, et c'est bien votre thème, parce que je pense qu'on est beaucoup à le trouver en fin de parcours. Alors c'est très bien sur la récup, mais c'est dommage sur tout le côté accompagnement pendant, parce que voilà, on fait que souffrir de ce corps, et vraiment, moi je suis persuadée, alors je suis restée active, j'ai des enfants en bas âge, donc le vélo, on va à l'école, on amène et tout, mais déjà avec ça, moi je me suis dit, je sors dans un état qui est incroyable, enfin je suis vraiment fatiguée, et foncièrement épuisés. Donc je me dis, les gens qui n'ont pas eu ces enfants en bas âge pour les bouger et les tirer, dans quel état de fatigue ils sortent, quoi. Donc voilà. Au-delà de la fatigue, les socio-esthéticiennes, vous êtes assez présentes dans les centres de soins. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller sur les réseaux sociaux pour suivre même et la Camille, parce que là, vous avez plein d'infos. Vous avez plein de patientes, et Annick, tu parlais des autres patientes qui vous donnent des infos, etc. etc. Mais j'ai envie de me retourner sur Jean-Marc. Comment on vous trouve ? Le vrai sujet de l'activité physique ou thérapeutique, c'est qu'on n'est pas inscrit dans le parcours de soins. C'est-à-dire qu'on ne fait pas partie des professionnels de santé identifiés pour être dans le parcours de soins. Donc on existe grâce à la volonté d'oncologues qui sont convaincus, d'infirmières d'annonce qui décident de participer, d'infirmières de radiothérapie, de tous les corps de santé qui travaillent autour de ça. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'à la Camille, on va créer un groupe d'ambassadeurs. Parce qu'on s'est dit que finalement, les meilleures personnes pour parler de la Camille, c'était ceux qui l'avaient pratiqué. Donc c'était les patients. Donc on va monter une troupe prétorienne de patients qu'on va envoyer de manière tout à fait secrète dans les différents hôpitaux pour investir la totalité des lieux et de faire en sorte que les gens se lèvent en se disant le matin c'est Camille, le soir c'est Camille, là-bas. Non, mais c'est exactement. Non, mais de manière beaucoup plus sérieuse, c'est effectivement aujourd'hui un sujet de connaissance. Donc, juste pour que vous le sachiez, on a 1000 médecins prescripteurs en France. Et finalement, sur ces 1000 médecins prescripteurs, le nombre de patients auxquels ils en parlent n'est sans commune mesure avec le nombre de patients auxquels ils pourraient en parler. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un travail de conviction à faire et à faire. Et c'est vrai qu'on a décidé de s'appuyer sur les patients pour le faire. Et donc, début 2025, on va lancer un espèce d'appel à participants, à être ambassadeurs, parce qu'on pense qu'effectivement, vous êtes les meilleurs. Et donc, grâce à vous, j'espère que ce que vous avez vécu n'arrivera plus. Moi, j'ai une question et un témoignage. Bon, j'ai été 6 mois hospitalisée pour une chimio très, très lourde en hématologie à Saint-Louis, en Covid. Donc dans une chambre qui faisait, je ne sais pas combien de mètres carrés, minuscule, d'où je ne pouvais pas sortir, avec des visites très limitées. Et la Camille, ça a été un rayon de soleil formidable, à tout point de vue. Voilà. Ça, c'est... Voilà, j'avais ça. Et je trouve... moi, je suis obligée de vivre avec mon cancer, et je vais passer le reste de ma vie avec. Et j'ai un problème dont personne ne parle, et c'est la diététique. Parce que s'alimenter avec de la chimie, quand on est sous chimio depuis plus de 3 ans, c'est compliqué et on est très très seul. Et je pense que même quand, par exemple, au niveau de la Camille, quand on fait une activité physique, on a besoin d'avoir de l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi ? C'est la nourriture. Et on est vraiment très seul, je trouve. Je ne sais pas comment vous vivez, vous. Moi, j'ai travaillé que à une polyclinique sur Bordeaux et quand je suis en lien avec mes autres collègues, il y a toujours eu, dans tous les services d'oncologie, il y a toujours des diététiciennes qui sont spécialisées en oncologie. Et c'est sûr parce que pour le coup, il y a un facteur économique parce qu'il y a beaucoup de dénutrition chez les personnes atteintes de cancer.
pendant la phase de maladie. Et ça rapporte beaucoup. Donc il y a toujours, c'est sûr, une diététicienne en oncologie. Faut demander peut-être à votre oncologue. J'ai eu, mais je trouve que ça répond pas. En tout cas, les conseils que j'ai, je ne suis pas diététicienne, alors si je dis une bêtise, excusez-moi, mais pendant la chimiothérapie, il ne faut pas manger des repas trop gras, éviter plutôt le chaud, c'est plutôt des repas fractionnés, plutôt froids, et si vous perdez de la masse musculaire et du poids, essayez d'enrichir avec des protéines. Bon, en tout cas, il faut demander à son oncologue dans tous les cas de figure, parce que les traitements sont... Ouais. Est-ce qu'il y a une toute dernière question où on conclut? Non? Bon. Ben, en tout cas, j'étais ravie, mesdames. Merci encore à la Camille Sport et Cancer et à Même Cosmétique de nous avoir permis de reconnecter à notre corps. Et merci à vous d'avoir été aussi nombreux, peu nombreux, mais très nombreuses, à cette table ronde. Et je passe le micro à Jean-Marc qui va vous emmener à la Tour Eiffel. Merci beaucoup. Ouais, on peut les applaudir. Ouais.